Voilà. Je vais animer ou plutôt modérer la première partie de l'après-midi. Senta étant partie faire une conférence de presse là-haut. Ariane étant partie. Senta, j'ai réussi à la garder. Ariane étant partie faire une conférence de presse là-haut. Avant de commencer, j'ai passé la parole à Jean-Pierre qui voudrait dire un message particulier. Oui, alors aujourd'hui, c'est une journée mondiale de témoignage en l'honneur des victimes de ces vaccinations, enfin de ces injections expérimentales. Et cette semaine, la Ligue a été... j'étais profondément troublé par l'annonce de la mort subite du petit-fils de Florence qui publie la lettre d'information de la Ligue. Cet enfant âgé de 15 mois, elle a passé le week-end avec l'enfant et mardi matin, il était décédé. Florence s'était battue avec sa fille pour le protéger. La maman n'a pas compris et aujourd'hui, c'est le drame. Voilà, c'est malheureusement le quotidien de tous, de ces parents qui se battent ou de ces grands-parents aujourd'hui. Et les jeunes enfants ne comprennent pas le risque qu'ils prennent en exposant leurs enfants à ces injections obligatoires. Bon, excusez-moi, je suis très ému, mais voilà. Sachez, si vous êtes abonné à la lettre d'information de la Ligue, c'est le petit-fils de Florence, il s'appelait Aaron, il avait 15 mois. Oui, merci Jean-Pierre. C'est vrai qu'on est confrontés tous régulièrement à ça. C'est très très difficile, il faut en avoir vu pour le croire. Et il y a une confrontation entre la confiance en la science, entre guillemets, et les autorités, etc., etc. Et on a beaucoup de mal à voir. Et il faut avoir perdu. Et moi, comme médecin homéopathe depuis 40 ans, je vois des gens qui ont commencé en respectant des règles et qui, après un ou deux drames, un décès ou des effets secondaires énormes, ont changé d'avis. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est pour ça que la Ligue fait un énorme travail pour essayer de passer cette information, mais c'est pas facile. Je laisse la place à Olivier, à Senta, à Nicole, à Cécile, et puis en vous souhaitant à tous une bonne après-midi. Merci beaucoup de votre soutien. Et merci. Merci de votre présence. Et merci à Jean-Pierre pour tout ce qu'il fait, parce que sans... La Ligue, ce n'est pas moi. La Ligue, c'est vous tous, c'est nous tous. Oui. Mais enfin, tu es le synchronisateur quand même. Comme je dis dans l'orchestre, je joue du triangle. Ouais. Ouais, mais enfin, c'est un jeu permanent, c'est un triangle qu'on entend tout le temps. Hein. Alors cet après-midi, on va commencer le début de l'après-midi avec deux intervenants, Nicole Delepine en second et Senta De Poit au début. Voilà. Senta De Poit, on se connaît depuis un moment puisque je l'avais rencontré d'ailleurs à une réunion que tu avais faite. Effectivement, tu te souviens ? Voilà, 2014 à mon avis, et j'avais écouté la présentation de Senta sur l'autisme et j'avais trouvé ça tout à fait passionnant et je lui avais proposé qu'on organise ce qu'on a fait d'ailleurs, un congrès sur sortir de l'autisme et où tu avais vraiment été la cheville ouvrière de ce congrès. D'ailleurs, il y a le DVD qui est là-haut, vous pouvez vous procurer, qui reste une encyclopédie en matière de traitement d'autisme. Et Senta avait eu un enfant autiste qui maintenant est assez bien en pleine forme quand même, hein, globalement. Voilà. Et donc, Senta a fait beaucoup de choses. Elle s'est occupée de la Ligue aussi. Elle a été responsable européenne de Children's Defense avec Kennedy. Vous avez vu que Kennedy va se présenter aux élections présidentielles aux États-Unis. S'il était élu, ce serait quand même quelque chose d'assez étonnant. Hein. Quand on connaît ses positions sur la vaccination et sur tout ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'aimeraient pas. Oui, c'est plus que ça. Je pense que rien que le fait qu'il se soit présenté, élu ou pas élu, l'objectif de vraiment briser le barrage médiatique, là, ils savent plus quoi faire. Parce que où ils en parlent, et alors là, il dit tout, ou ils le censurent, mais bon, censurer un candidat présidentiel, en plus un Kennedy, c'est vraiment voilà, très, très gênant. Et l'assassiner, ça va avoir un petit air de...
Je sais qu'on dit jamais 203, mais ça va avoir un petit air de déjà vu, donc je sais pas s'ils vont oser, surtout maintenant qu'on sait que c'est la CIA, donc ça va être un peu compliqué, quoi. Mais je sais que rien ne les arrête, mais là, quand même, ça va être un peu chaud, mais on sait jamais. Donc voilà, ce serait tout à fait passionnant quand on connaît ses positions, et on aurait, comme pour un ministre de la Santé, on pourra avoir Andrew Wakefield. Alors là, ça c'est vraiment ou patron du CDC. Andrew Wakefield, patron du CDC, ce serait pas mal. En tout cas, la devise des Kennedy, c'est I will die with my boots on. Donc voilà. Ça veut dire quoi, c'est ? Je mourrai avec mes bottes. Ouais. Voilà. Ouais. Mais Bon. on en parlera une autre fois, mais c'est vrai que c'est très important. Je laisse la dire. parole à Senta. Ouais. Donc, Senta, Merci. je vais être l'emmerdeur, Oui. tu as 40 minutes. Je vais vraiment à faire un partir- effort. Et je viendrai t'embêter si tu Oui, départes. ça va. Un peu avant. Voilà. Promis. C'est parti. Non, après- Donc voilà, en fait c'est incroyable parce que c'est vrai, Nicole est là, c'était sur la santé, la médecine autoritaire, je crois, quelque chose comme ça. Non, quand tu m'as invité au congrès, et puis après on a fait l'autisme, etc. Et tout ce qu'on a fait, là, voilà, tout c'était en 2014, on y est toujours, hein, voilà, ça n'a fait que s'aggraver, exactement. Donc, je vais peut-être faire un santé mentale, santé environnementale, d'abord ne pas nuire. Je vais essayer de vous retracer un tout petit peu le lien avec ce qu'on a fait ce matin, parce que c'est vrai qu'il y a différentes pièces d'un puzzle, et quand on remonte, on voit qu'il y a des politiques totalitaires qui sont celles de l'OMS, qui a un agenda commun. Donc, avant de rentrer dans le sujet spécifique de la santé mentale, je pense que c'est bien de faire le lien entre tout ça. Quand on observe, et c'est ça qui est vraiment intéressant pour moi, ça a été la rencontre avec Ariane Biléran et aussi avec Vera, en fait, à travers le travail de Vera Sharav. Ariane en a un petit peu parlé ce matin, mais je pense que c'est vraiment essentiel, donc je retoucherai encore un mot très rapidement. C'est vraiment de s'apercevoir qu'il y a une volonté de nuire, il y a un agenda totalitaire, un agenda de contrôle. C'est des questions qu'on s'est posées petit à petit. Je me souviens, il y a quelques années, on était là, on se disait, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que c'est vraiment intentionnel, etc. Ou est-ce que c'est juste de la négligence ? Je pense qu'aujourd'hui, cette image se dessine de plus en plus clairement. Quand on voit les parallèles qu'il y a entre les politiques de vaccination, les politiques de santé sexuelle, les politiques de santé mentale, c'est toujours la même stratégie, c'est toujours les mêmes objectifs. Qu'est-ce qu'on constate, par exemple, déjà comme point commun ? Cette volonté systématique de miner le pouvoir parental, d'abaisser l'âge du soi-disant consentement de l'enfant. Il y a une effraction, on va dire, dès le plus jeune âge, précoce, soit du corps de l'enfant avec la vaccination, soit, on l'a vu ce matin, avec l'agenda des droits de l'éducation sexuelle. Donc, qui sont susceptibles vraiment de provoquer des troubles, des traumas physiques et émotionnels. Et cette notion de trauma, je pense que Ariane l'a déjà souligné, c'est vraiment un élément fondamental pour pouvoir installer un pouvoir, un système autoritaire, un système totalitaire. Il y a aussi l'enseignement de notions et de pratiques qui tiennent de l'idéologie. Donc maintenant, on va commencer aussi à enseigner la vaccination. Ça fait partie des politiques de l'OMS, de l'Europe, etc. à l'école. Et moi, je vois même dans les cours de langue, mes enfants, ils vacciner, etc. Dans toutes les autres langues, même là-dedans. Enfin, c'est vraiment, c'est incroyable. On va dire à quel point on peut vraiment pousser ça dans tous les apprentissages très tôt, à un âge où ils n'ont aucune notion encore vraiment de biologie. Ce sont toutes quand même des politiques qui visent à réduire la fertilité et la reproduction. Nicole en parlera sûrement bien plus tout à l'heure, avec le Gardasil par exemple, et d'autres vaccins. Aussi, il y a une forme de génocide quand on voit, je pense qu'aujourd'hui, très clairement, on peut voir tout ce qui se passe en termes de mort subite, par exemple, du nourrisson et vaccination. On l'a vu maintenant, mort subite de l'adulte. Pendant la période du Covid, il y a eu des États qui ont moins vacciné du fait de ne pas pouvoir se déplacer, et puis aussi à cause d'un manque de confiance, une perte de confiance généralisée des parents à la vaccination, avec
évidemment l'agenda pour pousser les enfants à se faire vacciner contre le Covid. Et on voit qu'en fait, ces États, je prends l'exemple de la Floride, ces États, tout à coup, en fait, le taux de mort subite du nourrisson a chuté de manière drastique. Bon, il y a d'autres études. Ça ne va pas être une présentation très scientifique parce qu'il y a tellement à dire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est d'assembler les pièces du puzzle. Après, on va retrouver les études, etc. Mais je pense qu'on a déjà eu sur tous ces sujets des présentations scientifiques. Le tout, c'est d'avoir vraiment, en tout cas pour moi aujourd'hui, ça va être d'avoir cette vue d'ensemble. Il y a donc aussi une propagande qui est faite, terrible, sur les réseaux sociaux. On l'a vu. C'est la même chose aussi, par exemple, pour la santé mentale. Donc, il y a une espèce de psychiatrisation de chaque forme de mal-être. On met tout de suite une étiquette. Mon Dieu, tu es peut-être dépressif, tu as peut-être des troubles de l'attention ou d'hyperactivité, ou ci ou là, bipolaire. On sort toute une série d'étiquettes. Qui vont interpeller les parents, les enseignants, les enfants eux-mêmes, et pour pousser évidemment à la médication et à une prise en charge qui va mener au contrôle. Et il y a le même phénomène, bien entendu, la censure des avis critiques. Alors tout ça, je pense qu'on commence à le comprendre. Moi, j'en ai déjà parlé, bien entendu, avec le plan, l'agenda mondial, d'abord le plan global de la vaccination et puis l'agenda mondial de la santé. J'ai fait une présentation là-dessus sur le coup d'État, on va dire, international par le biais de la santé et d'essayer d'organiser une sorte de gouvernement mondial avec l'OMS. Mais on voit en fait que c'est le même. Oui, je ne suis pas passée à la slide, voilà. Et donc cet agenda mondial, il est de nature totalitaire, il est de nature eugéniste, il est de nature transhumaniste. Et il est évident, on le voit aujourd'hui avec le grand reset, quand on va voir, ça vaut la peine d'aller sur le forum économique mondial. Ils ont une sorte d'organigramme interactif où on peut aller cliquer et voir tous les agendas, en fait tous les domaines de la vie en société, de l'économie, de la santé, des transports, enfin tout ce qu'on peut imaginer, toute la vie humaine et même animale et végétale est tout simplement répertoriée dans différentes actions qui ont toutes le même objectif, le renforcement d'un leadership, la mainmise sur les ressources, le contrôle totalitaire, etc., le contrôle des individus. Ça a été dénoncé de manière, on voit très clairement maintenant ce qu'on chuchotait, ce qu'on envisageait avec effroi il y a quelques années, c'est manifeste aujourd'hui pour ceux qui ont le courage de le voir. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur ce documentaire exceptionnel. Notamment moi, ça fait des années qu'en tant que, on va dire, critique de la vaccination, systématiquement, quand on organise un événement, on dit attention, c'est des anti-vax, c'est l'extrême droite. Nous avons eu le coup ici, la première salle a été annulée. J'ai présenté le mois dernier le film La face cachée des vaccins, ça a été la même chose, les 2 fois précédentes aussi. Enfin bon, je me souviens pas d'un événement où ça n'a pas été le cas, et donc bon voilà, on fait peur, on écrit au bourgmestre, au maire, à l'administration, etc. On dit mon Dieu, il va y avoir des émeutes, c'est des extrêmes droites. Donc on commence vraiment à en avoir assez de cette stratégie. C'est pour ça que c'est importantissime de voir ce documentaire, de le partager et de donner la parole à des gens comme Vera Sharaf, qui est une rescapée de l'Holocauste, qui a passé 3 ans dans les camps de concentration et qui a une organisation qui s'appelle Alliance for Human Research Protection, donc dont l'objectif est vraiment de faire promouvoir et faire respecter le code de Nuremberg. C'est une série en 5 parties. Cette série, en fait, reprend les témoignages de 32 personnes, la plupart des juifs qui sont soit comme elle des survivants, mais bon, il n'y en a pas 32, soit des 2e ou 3e générations. Il y a des médecins, il y a des scientifiques, il y a des gens qui sont aux États-Unis, en Europe, en Israël, et qui tous
soulignent les parallèles entre la montée du nazisme, la montée des régimes eugénistes, on va dire, et ce qui s'est passé ici avec la pandémie. Donc c'est extrêmement important de regarder ce documentaire qui va sortir, les 2 premiers épisodes sous-titrés en français sortiront demain après-midi, demain fin de journée à 18h sur plusjamais.eu. Voilà. Et ce travail, je tiens à le souligner, extrêmement complémentaire avec le travail d'Ariane Biléran. Parce que les questions qui sont amenées par ces témoins, qui sont racontées, qui sont vécues, et vraiment chacun sous différents angles. Et en fait, ce qui est frappant, c'est de voir la liste des parallèles. Hein. Tout a commencé aussi avec des prétextes sanitaires. Voilà, mon Dieu, c'est le typhus, c'est les problèmes d'hygiène, on va les mettre dans les ghettos, c'est une question c'est une mesure d'hygiène, tout ce genre de choses. C'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, je pense que là, on a un petit peu repris les points, mais comment est-ce que ce gouvernement mondial veut se mettre en place et comment est-ce qu'il entend imposer ses dictates? Toutes les politiques qu'on a entendues décliner ce matin, donc les droits sexuels, la vaccination obligatoire, et aujourd'hui il va y avoir une grande politique au niveau de la santé mentale. Toutes ces politiques en fait sont imposées tout simplement par l'argent, c'est toujours le même truc. Donc on va endetter les pays, notamment avec des mesures de réponse aux grandes crises. Hein. On emprunte des milliards pour les vaccins, on emprunte des milliards pour toutes sortes de choses. Aujourd'hui, c'est pour financer la guerre en Ukraine, etc., les mesures de sanctions. Et le problème, c'est qu'après, il faut emprunter pour payer ses dettes. Et pour emprunter, on est obligé de suivre, ça c'est nouveau, avant c'était pas le cas, mais maintenant c'est vraiment affiché de manière ouverte, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la Banque centrale européenne, la Banque des règlements internationaux, qui est la banque des banques centrales, on est obligé d'adhérer à l'agenda du Forum économique mondial. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne faites pas tout ce qu'on vous dit, eh bien, simplement, vous n'aurez pas d'argent. C'est ça le truc. Donc, tout ça va probablement passer par une ratification, d'une manière ou d'une autre, du pass sanitaire à la fin du mois, à la Grande Assemblée de la Santé à l'OMS, soit par le traité pandémie, soit par le règlement sanitaire international, soit même par des partenariats publics-privés, parce qu'à la limite, même si des États se disaient tiens, moi j'ai quand même envie de lutter pour garder ma souveraineté nationale, on peut par exemple faire un accord avec, je vais dire pour un exemple, l'IATA, qui est l'organisme qui gère le trafic aérien. Bon, voilà, déjà, ce sera compliqué de voyager. Donc c'est un petit peu long tout ça avant de vous parler de la santé mentale, mais je pense que c'était vraiment important de faire le lien entre, on va dire, tous ces domaines, toute cette pièce du puzzle totalitaire. Et il y a aussi un objectif qui est un objectif d'implanter des entités, je vais dire, administratives et, on va dire, d'exécution aussi dans les différents pays. Donc, on va dire une sorte comment dire, de gestion, de prise de contrôle des pays à leur insu. Voilà, c'est directement l'OMS qui va décider avec ses antennes nationales, quel que soit le nom qu'elle porte. Donc voilà, juste dernière chose là-dessus. Et cela, quand même, on va voir que ça se recoupe aussi. Donc n'oublions pas que l'OMS, aujourd'hui, le principal financier, le numéro 1, pas le 2, numéro 1, c'est Bill Gates. Bill Gates, c'est donc un privé qui dit que $1 investi en vaccin en rapporte 20. Bill Gates, les ONG, de manière générale, ces partenariats publics-privés sont en fait une couverture pour une prise de contrôle par un cartel criminel mondial qui existe déjà et qui est protégé par les services de renseignement, la CIA, etc., le Mossad, la DGSE. Ça s'étend en fait à travers différents pays. Donc, si je vous dis la collaboration entre Bill Gates, surveillance, santé et puis tout le reste, Jeffrey Epstein. Qui connaît Jeffrey Epstein dans la salle? Ah, ouf. Mais on est étonné de savoir qu'en fait, j'aurais été choquée si ce n'était pas le cas, mais quand même,
Mais il y a quand même énormément de gens, on n'a pas tellement parlé ici. Et puis on parle de quoi ? On parle juste de ce qu'il a fait lui. On ne parle jamais de l'association Epstein-Maxwell, c'est-à-dire le fait que sa compagne était la fille de Robert Maxwell, qui était un géant des médias. Donc l'objectif d'Epstein, c'est pas seulement un réseau de trafic sexuel, c'est surtout un réseau de contrôle de toutes les personnalités d'influence politique, économique, etc., de la société à un niveau international pour pouvoir avoir des dossiers pour les faire chanter. Epstein et Bill Gates étaient de grands donateurs, par exemple, du Media Lab du MIT ou de Harvard. Ils avaient ensemble, Epstein avait une fondation pour la santé. Donc, ils sont venus ensemble, 2013, je crois, 2011, je ne sais plus, au Parlement européen pour tout apprendre des politiques de santé. Depuis la fin des années 90, il travaillait déjà avec Léon Black de la CIA et Ehud Barak du Mossad. Donc on voit bien en fait que tout ça, ça fait très longtemps que c'est en cours. Et là, on va voir qu'en fait c'est le même réseau au niveau des personnes. Et puis on le voit parfois. Hein. Tout à l'heure, on a cité même au niveau local Roselyne Bachelot, par exemple. Hein, voilà. Mais on voit que c'est un même groupe de personnes qui opèrent. Bon, voilà. Tout ça, on n'en parle pas dans les médias. Ce qu'on fait, c'est du limited hangout, comme disent les Américains, c'est-à-dire on sort des informations de manière limitée. On fait une série Netflix, soi-disant, pour exposer les scandales, mais on expose le moins possible. Donc voilà, j'en arrive maintenant. Il reste un quart d'heure, non plus, 25 minutes. À la santé mentale, santé environnementale, donc arrêter la catastrophe grâce à des principes vertueux. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2023, c'est l'année de la santé mentale en Europe, l'année de la santé mentale des jeunes plutôt, et les chiffres sont alarmants. Forcément, on les a torturés dans les 3 années qui ont précédé, donc il ne faut pas s'étonner. Donc selon l'OMS, le suicide est la 2e cause de mortalité chez les jeunes, ça c'est dans le monde. En Europe, 1 jeune sur 10 a fait une tentative de suicide. Aux USA, la pandémie a augmenté de nombreux diagnostics, soit de dépression, de troubles mentaux, par exemple TDAH, des diagnostics comme ça, environ de 10 à 20%. La consommation de psychotropes et de médicaments en général concernant la santé mentale a également beaucoup augmenté. Et aux USA, les chiffres de cette année, donc ils remontent toujours à une situation d'il y a 2-3 ans. Pour l'autisme, par exemple, le diagnostic aujourd'hui, la prévalence est de 1 sur 36 enfants à 8 ans. Ça veut dire que si on prend les enfants à 4 ans, où en général on a déjà un premier diagnostic, c'est plus élevé que ça, c'est probablement en dessous de 30. Donc on a environ 3% des enfants avec un diagnostic d'autisme. C'est normalement un diagnostic quand même lourd et qui est en principe irréversible à vie. Le coût entre guillemets de soins, c'est c'est évalué à plus d'1 million de dollars. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas arrêter l'affaire, hein, parce que si on commence à dire... c'est ça la véritable pandémie. C'est ça la véritable pandémie. Donc, comment se déroule cette stratégie totalitaire, on va dire, au niveau de la santé mentale ? C'est la même chose, parce qu'en fait, l'industrie, c'est très très bien. On en parlera. Je ne vais pas m'étendre longtemps, parce qu'il y a beaucoup de sujets déjà traités, donc je vais juste mentionner les sources. Mais ça commence par effectivement un traumatisme. Ça rapporte énormément. Hein. Évidemment, ça ne rapporte pas à la société qui doit payer pour les soins, la scolarité, etc. Mais par contre, à l'industrie, ça rapporte énormément. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est quand même pas mal de milliards de dollars. Donc, il y a une stratégie totalitaire qui est le trauma et la prise de contrôle, qui est en fait exactement, c'est toujours le même système. C'est-à-dire, il y a une alerte sur la situation de crise. Voilà, 2023, mon Dieu, c'est terrible, on ne l'avait pas anticipé, mais avec tout ce qu'on a fait avec la jeunesse, figurez-vous qu'ils ont des troubles ils sont dépressifs et ils ont des troubles. Très intéressant. Faites l'exercice. Quelle que soit la politique de l'OMS, que ce soit les droits sexuels, la vaccination, les maladies infectieuses, la santé mentale, le premier objectif, c'est
le renforcement du leadership. Ça dit tout. Pourquoi est-ce qu'on a besoin nécessairement de renforcer le leadership pour lutter contre les maladies infectieuses ? Je sais pas, moi je vois pas. Donc, et ensuite, c'est toujours le dépistage. Le dépistage, je crois que ça nous rappelle quelque chose. Les tests, je crois que ça nous rappelle quelque chose. Ici, c'est la même chose. Donc, on invente des nouveaux diagnostics. On va faire. Il y a des objectifs d'avoir des tests systématiques à travers dans les écoles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. On est bien d'accord, parce qu'il y a vraiment des jeunes qui ont besoin d'aide. Mais j'ai quand même beaucoup de craintes par rapport à la manière dont ça va être fait et surtout ce qu'on va proposer derrière. Donc, ma crainte, c'est on aille mettre très très vite des étiquettes. Et les étiquettes vont générer, vous savez, c'est les protocoles de soins après. Voilà. Et donc là, ça va générer des protocoles avec toute une série de médicaments. Puisque de toute façon, on n'a pas l'argent pour des vraies consultations avec un psychologue, etc. Tout ça, c'est beaucoup trop coûteux, n'est-ce pas ? Donc, il y a évidemment toujours des traitements expérimentaux. Je vais vous en mentionner quelques-uns juste après. Là, maintenant, la télémédecine. Donc, je pense que, vraiment, pour quelque chose qui touche à tout ce qui est émotionnel, psychologique, relationnel, santé mentale, faire des diagnostics, je veux dire, en télémédecine, ça me paraît vraiment gravissime. On a aussi de la propagande et qui est notamment vraiment la publicité pour, vous savez, le dépistage, comme on le voit par exemple avec le Guerre d'asile, toutes les campagnes sur est-ce que vous aurez peut-être, attention, le cancer du col de l'utérus, etc. Ici, est-ce que vous souffrez d'hyperactivité, mon Dieu, vous êtes un peu déprimé, etc. Donc les enfants tombent très très vite là-dedans. Une soi-disant éducation, donc je pense qu'on va probablement intégrer ça dans des programmes scolaires. La transformation, comme d'habitude, de droit en obligation. Vous avez le droit à la santé, ça veut dire que vous êtes obligé de vous faire vacciner, par exemple. Et puis finalement, le cycle recommence puisque l'état de l'enfant s'aggrave. Bon, tout ça, c'est les mêmes choses. Donc, quels sont les facteurs de trauma ? C'est là où on passe vraiment, je dirais, à la composante environnementale, la 4G, la 5G. On a des études là-dessus. Si je parle de tout ça aujourd'hui, je sais que vous êtes au courant, mais c'est parce que si jamais vous avez l'occasion de parler à des décideurs politiques ou à d'autres gens, parce que vous êtes là pour partager les informations, on a des études, par exemple, et des plans au niveau européen, etc. On a vraiment beaucoup de données là-dessus sur donc il y a la 4G, le temps d'écran, les perturbateurs endocriniens. On a Corinne Lalo qui est ici dans la salle qui a publié un super bouquin là-dessus. Les drogues, il y a vraiment toute une politique aujourd'hui aussi. Bon, chaque sujet mériterait une conférence en soi, mais il y a une politique de dépénalisation des drogues. Et pas seulement les drogues douces, les drogues dures. Donc au Canada, on vient de dépénaliser la cocaïne, par exemple. Et il y a une volonté. Si vous entendez Yuval Harari, qu'est-ce qu'il dit ? Il n'a pas dit bouche inutile, mais ça revient à peu près à ça. Tous ces gens qui vont se retrouver sans emploi parce qu'on va prendre leur boulot. Comment ? Des mangeurs inutiles, oui. Bon. En tout cas, voilà, ils auront les drogues et les jeux vidéo. Donc voilà, les vaccins, ça, bon, c'est pas pour rien qu'on est ici avec la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, j'en toucherai un petit mot. Et la pollution aussi par les images et les médias. Je veux insister là-dessus parce qu'on n'en parle pas assez. Walt Disney, par exemple, Disneyland, etc., toute l'activité Disney Channel, c'est véritablement infiltré par les services de propagande des militaires américains. Il y a un objectif, donc tous ces programmes sur la vaccination, sur on va dire la sexualisation précoce des enfants, je dirais pratiquement une initiation à la pornographie, etc. Ce sont des programmes qui sont intégrés, par exemple, dans des chaînes comme Disney. Donc le scientifique en chef, on va dire, pardon, pas scientifique en chef, Chief Image Engineering, donc ceux qui développent l'imaginaire, si vous voulez, des contenus Disney,
est aujourd'hui appelé à témoigner, donc à témoigner en tout cas comme accusé, en tout cas, pour être interrogé par le Congrès américain. Ce qu'on s'appelle subpoena. Donc, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a des liens dans l'affaire Epstein, c'est un pédophile, il y a des réseaux et des trafics de pédophilie, y compris à Disneyland, dans les souterrains. Donc, méfiez-vous. Je veux dire, une mesure d'hygiène, c'est de supprimer ces chaînes. Parce qu'on ne prend pas la peine de regarder. Souvent, on ne prend pas la peine de regarder, on n'a pas le temps, on met l'enfant devant la télé. Mais bon, voilà, c'est excusable et on ne prend pas la peine de regarder les contenus. Donc la 4G, 5G, vous connaissez ça, ça a un impact sur le cerveau des enfants. En particulier, donc, les troubles de l'attention, les troubles du comportement. On oublie quand même que de leur parler de ça. Enfin, je veux dire, il doit y avoir une véritable éducation qui doit se faire à ce niveau-là. Moi, je vous mettrai des références après sur ma page Substack, parce que je n'ai pas eu le temps de les mettre ici. Mais donc, par exemple, 1500 études ont démontré que les limites qu'on a fixées comme étant acceptables sont beaucoup trop hautes et qu'en fait, elles reposent évidemment sur une fausse science. C'est pas nouveau maintenant. La fake science, il n'y a plus que ça. On a par exemple en 2015 256 scientifiques qui ont signé un appel pour la réduction en tout cas des fréquences électromagnétiques, etc. Children's Health Defense, l'association dont j'ai fait partie avec Robert Kennedy Jr., a beaucoup travaillé sur ce sujet. C'est très difficile, donc en attaquant vraiment le législateur sur cette question, je pense qu'il faut continuer. Les perturbateurs endocriniens, juste un chiffre, Barbara Domenech en 2015, on en avait déjà parlé d'ailleurs au congrès sorti de l'autisme, avait évalué que l'impact seul des perturbateurs endocriniens sur les troubles de neurologie, comportement, etc., tous les troubles du développement de l'enfance, s'élèverait à plus de 150 milliards d'euros par an globalement pour l'Europe. Bon ben voilà, il faut... Alors, le lien entre autisme et vaccination, il y en a beaucoup ici qui connaissent ça par cœur, mais peut-être pas tout le monde. Donc, je pense qu'il faut comprendre qu'en fait, c'est intimement lié à l'agenda global. Retenez ça. C'est-à-dire tout cet agenda global qui s'est mis en route et on va dire, qui s'est vraiment réalisé avec la pandémie, raison pour laquelle j'ai pu l'anticiper en écrivant le fameux article « La prophétie de Nexus » sur le plan global de la vaccination en mars 2019. Eh bien, en fait, il a vraiment connu sa formulation et un coup d'accélérateur à partir de novembre 2014. Pourquoi ? Parce que 2-3 mois plus tôt, il y a eu le premier vrai lanceur d'alerte du CDC, William Thompson, qui a avoué, qui était le scientifique en chef de l'étude devant réfuter définitivement le lien entre autisme et vaccination, qui a avoué qu'ils avaient triché, qu'ils avaient manipulé les données, etc., pour donner une fausse impression de sûreté du vaccin. Et c'est vraiment ça qui a précipité, on va dire, à la fois une vague de témoignages sur les réseaux sociaux. Donc, continuez à témoigner. Ces vagues de témoignages, c'est ça qui change, c'est la première chose, on va dire, qui fait bouger les gens. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important et c'est très complémentaire, la journée qu'on fait aujourd'hui avec les victimes, la journée mondiale des victimes pour la vaccination Covid. Donc voilà, mais il faut bien voir ça en tête. En fait, ça a été une course permanente entre la censure, les obligations. Il y a eu toute la campagne sur la rougeole, etc. Je ne vais pas détailler. Si vous n'avez pas vu le film Vaxxed, regardez-le ou conseillez de le regarder parce que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on va poser un autre regard là-dessus, vu tout ce qu'on a vécu avec le Covid. Alors, au niveau des dépistages, là j'en viens un petit peu, qu'est-ce qu'on nous promet ? On assiste quand même à toutes sortes de nouveaux diagnostics, notamment toutes ces histoires d'identité de genre qu'il n'y avait pas il y a 5 ans. La psychiatrisation des effets secondaires de la vaccination. Et ça, c'est chez les jeunes, chez les adultes. Ça a commencé en particulier avec le garde-asile, parce que c'était la première fois que
des jeunes, finalement, des adolescents pouvaient témoigner, parce que les bébés, ils ne savent pas dire, mon Dieu, voilà, ça ne va plus depuis le vaccin. Donc là, on dit c'est génétique, il n'y a rien à faire. Mais par contre, chez les adolescentes qui ont témoigné de leur souffrance, on leur a toutes dit « Ah non, mais vous savez, vos troubles, y compris à des adolescentes qui sont retrouvées en chaise roulante, vos troubles, c'est auto-induit. Ce sont vos angoisses face à la vaccination suite à la désinformation que vous avez pu voir sur Internet, notamment par exemple des histoires comme Vax avec Wakefield et compagnie. Donc c'est la faute des anti-vax si vous êtes paralysé en chaise roulante avec un vaccin garde asile. Ça c'est ce que l'OMS en gros c'est la stratégie de l'OMS derrière l'invention du Stress-Induced Immune Response Syndrome, donc le syndrome immunitaire, puisqu'on reconnaît bien qu'il y a quand même un handicap physique. Elles ne font pas, par exemple, semblant d'être en chaise roulante, elles ne savent plus se lever, mais c'est auto-induit. Comme ça, évidemment, personne ne paye, c'est pas le fabricant, c'est pas l'État et c'est pas le médecin. Il y a donc aussi maintenant le phénomène des autodiagnostics sur les réseaux sociaux, et notamment en particulier sur Instagram et TikTok. Et il y a beaucoup de fabricants de médicaments, l'Adderall, la Ritaline, etc., qui font en fait la promotion, notamment par des influenceurs, etc. Et donc les jeunes font beaucoup de vidéos sur ce sujet et finalement viennent à un autodiagnostic, surtout avec tout le fait qu'ils n'ont pas pu consulter pendant la pandémie, évidemment, et évidemment une automédication. Il y a aussi les diagnostics des non-experts. De plus en plus, on voit, c'est la même chose qu'avec ce qui s'est passé avec le Covid. Maintenant, on voit qui vaccine, c'est plus les médecins, c'est les pharmaciens, et puis à la limite, ce sera l'employé du supermarché. Donc, on a, par exemple, les diagnostics avec les enseignants. Et là, une éducation, entre guillemets, des enseignants. Il y a des nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché, notamment à base de substances de champignons hallucinogènes pour les petits-enfants, à partir de 4 ans. Les médicaments hormonaux, je pense qu'on en a parlé ce matin, on en reparlera encore après-midi. Maintenant, on invente aussi des traitements avec la réalité virtuelle. Vous allez voir, j'en parlais juste après. Il y a les consultations psy en distanciel, ça aussi, ça n'existait pas avant. Et donc voilà, par exemple, les innovations dans le domaine de la santé mentale, on va vous faire entrer dans le métavers, donc cette espèce d'univers où on met, vous savez, on met des lunettes de réalité virtuelle. Par exemple, l'idée c'est de faire revivre les situations traumatiques aux enfants pour pouvoir, soi-disant, les corriger, etc., avec des programmes. Je trouve ça absolument monstrueux. Il y aura évidemment, on va en profiter pour les objets connectés pour mesurer le comportement et suggérer des traitements. Voilà comment répond votre cœur, vos yeux, etc., tout votre système. Des systèmes de reconnaissance faciale pour mieux analyser les émotions des patients. Logiciel d'analyse de la voix aussi, dans le même objectif. Puis évidemment, il y a les groupes de sensibilisation sur les réseaux sociaux. On a vu la même chose. C'est des vieilles ficelles, donc, mais ça va vraiment être déployé en force pour la santé mentale, comme on a vu que les groupes de, entre guillemets, patients cancéreux étaient souvent financés directement par l'industrie. Donc voilà. Ou même les chatbots pour accompagner les dépressions et patients. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ça, on n'en a pas besoin, vous le savez, mais bon, voilà. La santé du mental, c'est avant tout la santé du corps. La santé du corps, c'est aussi un environnement sain. La santé publique, en fait, ça devrait être la santé de l'environnement. Point barre. Donc, vous le savez, c'est influencé par le cerveau, l'alimentation, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, en 30 secondes, moi, j'ai eu un enfant qui a régressé vers l'autisme quand il était petit.
Je vous mets juste une photo, on va dire avant-après, comme avec les shampoings. Donc, il y avait perte de contact visuel, d'interaction sociale, automutilation, se taper la tête à terre, isolement, regard vide, agression, morsure, coup, stimulation répétitive, ce qu'on appelle les stims. Donc marcher sur la pointe des pieds, etc., sautiller, perte complète du langage, hurlement, cris, réveil nocturne 4 à 6 fois, baisse de QI, environ 85 de QI. Donc voilà, on l'avait, entre guillemets, on lui avait promis un avenir de handicap. Voilà, aujourd'hui il a 19 ans maintenant. Voilà, très beau jeune homme qui fréquente une école de cinéma, brillant, parle français, anglais, littérature, philosophie, a des amis, joue aux échecs, fait du sport, voilà, gastronome, tout ce que vous voulez. Champion de médaille en Yusekan Budo, un QI probablement supérieur à la moyenne. Ça reste exceptionnel, je le dis, et j'ai déjà parlé des traitements, c'est ce qu'on a fait avec Olivier Soulier quand on a fait le premier congrès Sortir de l'autisme. À l'époque, j'avais l'espoir que plus d'enfants puissent s'en sortir. J'ai vu que malheureusement, ça reste quand même vraiment une exception. Je pense que tous les enfants qui font ce genre de traitement ont des améliorations, des progrès, en particulier au niveau du comportement. C'est moins facile au niveau cognitif. Mais malheureusement, force est de constater que ça n'a pas été miraculeux. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles mon fils s'en est mieux sorti que d'autres qui ont fait exactement, ou on va dire tout autant, des thérapies similaires, c'est parce qu'il n'avait presque pas été vacciné. Très peu par rapport à d'autres. Donc voilà, ça c'est mon... Il te reste 5 minutes. Oui, parfait. J'ai parlé récemment, ne manquez pas, sur Covid Hub, je viens de faire il y a 10 jours, voilà, une intervention sur une conférence projection du film Vaxt et une conférence autisme et vaccination. Et donc je parle à la fois et des traitements, etc., mais surtout de tout ce qu'on a connu avec le fait d'en parler, l'agenda de la censure, l'agenda politique et le lien aussi avec l'agenda global. Donc voilà, ça vous savez que la nutrition, si quelqu'un vous dit que l'alimentation n'influence pas le comportement, proposez-lui d'aller boire, je sais pas, une bouteille de whisky. L'expérience de Brown-Hills, voilà, si jamais on doit parler à un politique, moi je lui ai dit ça. Écoutez, j'ai été invitée au Parlement européen pour parler sur la santé mentale des jeunes. Et en fait, j'ai expliqué, voilà, si vous n'avez pas assez d'argent, tout ça, il va falloir emprunter encore plus, faire les testings, screenings. Vous commencez par supprimer ce qui fait du tort. C'était ça le titre de mon intervention. D'abord, ne pas nuire. Pourquoi ? Regardez, si vous supprimez le sucre à l'école, moins 23% d'incidents de mesures disciplinaires, moins 30% de renvoi vers des professionnels en 6 mois de temps, plus 15% d'amélioration des scores de lecture. Voilà. Alors, bannir les toxines, c'est bien. Éduquer les enfants à le faire, c'est encore mieux. Temps d'écran, c'est la même chose. Il y a des études aujourd'hui qui ont été faites. On a vu pendant le Covid, plus il y a eu d'écran, plus on a eu des diagnostics de dépression, plus les enfants ont eu ce qu'on appelle du temps vert, du sport, du temps à l'extérieur, plus l'effet a été, on va dire, protecteur. Donc, éducation aussi par rapport à la 4G, 5G, créer des zones blanches à la maison en classe, remplacer par du câble, évidemment, éloigner du corps, limiter le temps sur le téléphone, tout ça, remplacer le Bluetooth par du filaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est demander avant tout un moratoire sur la vaccination. La première chose, c'est celle qu'on n'a toujours pas faite. Calculer le coût de la vaccination en termes de dommages corporels, mentaux, émotionnels. Et là, c'est un thème sur lequel peut-être Nicole pourra rebondir aussi parce qu'elle a fait ça. En termes économiques, le coût de la vaccination, c'est délirant. Il faut arrêter tout de suite, rien que pour une raison de coût. Voilà. Si on additionne les subventions pour la recherche et le développement, les achats de vaccins, les visites médicales, l'administration, les contrôles, les certificats, les effets secondaires, ce que ça coûte éventuellement sur une vie. L'autisme, si on prend 1 million par enfant, vous faites le calcul, 3% des enfants, ça fait beaucoup. Campagne publicitaire, les promotions, la médecine scolaire, tout ça, c'est tout simplement impayable.
on arrête, on récupère, je ne sais pas, 100 milliards, l'autre jour, minimum en Europe, on récupère 100 milliards tout de suite en faisant un moratoire sur la vaccination, ça va aller beaucoup mieux pour refinancer les hôpitaux, etc., tout le reste. On a des données aujourd'hui. L'étude Kiggs, l'étude allemande, avait comparé finalement involontairement mais les vaccinés contre les non-vaccinés, en voyant que les non-vaccinés ont une bien meilleure santé. On a ceux que j'ai cités tout à l'heure en Floride maintenant, expérience involontaire due au Covid sur la mort subite des nourrissons. On a les chiffres autisme et vaccination, tout ce dossier. On peut supprimer des vaccins qui de toute façon sont inutiles. Donc voilà. Et si on veut sauver des vies, dans le tiers-monde, on pense tout simplement à assainir les eaux, nutrition, alimentation, etc. On va y arriver. N'oublions pas, il y a eu des pétitions qui ont été faites au Parlement européen, par exemple contre la vaccination des enfants, parce que là vraiment, les enfants en particulier, c'est contraire à leurs droits fondamentaux. Je crois que Virginie en parlera tout à l'heure, mais en sachant que d'une part, ils ne sont pas... pour le Covid, là c'était pour le Covid, évidemment. En sachant que d'une part, évidemment, ils ne sont pas vulnérables par rapport au vaccin Covid. Donc voilà, tout ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Cette pétition, tout simplement, normalement, la Commission européenne est obligée de se saisir des pétitions, d'y répondre. Il n'y a pas répondu, c'est tout. Voilà, ils ont fait semblant de rien, que ça n'existait pas. Voilà. Donc là, je pense qu'on arrive à un moment où il faut vraiment comprendre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, il y a ce scandale en France, énormissime, quand même. On a injecté des enfants avec des doses adultes, en dehors de toute AMM. Voilà. On s'en fout. Qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle a eu une médaille, en remerciement. Donc, il y a un moment où il faut se dire, OK, les manifs, c'est bien. Maintenant, il faut passer à la désobéissance civile. Voilà. Et surtout les mères, vous le savez bien, parce qu'une fois que votre enfant a un problème, c'est pour vous, c'est pour votre pomme. Il n'y a personne qui sera là pour vous aider, je vous le dis, sauf d'autres mamans ou d'autres victimes. Mais c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. C'est la désobéissance civile. C'est continuer. Tu vois, je suis dans l'horaire, là. Donc, carrément. Oui. Au secours. Voilà. Faut que je le pose, là. Oui. Oui, donc ce que je pense, c'est qu'il faut néanmoins continuer à rester dans le non-violent. Donc les actions en justice, elles servent quand même. La désobéissance, elle est indispensable. Chacun fait comme il veut. Mais je pense que face à un État totalitaire, si vous écoutez le documentaire de Vera Sharaf, les témoins, ils disent nous, si on est là aujourd'hui pour témoigner, c'est parce que nos grands-parents ont sauté du train, parce qu'ils ont pris les armes, parce qu'ils ont fui, parce qu'ils ont désobéi. C'est pas en obéissant, Kennedy le dit aussi, personne n'a jamais arrêté une dictature en obéissant. Donc il y a un moment où il est légitime, c'est même un devoir que de désobéir, je veux dire. Voilà, donc je pense que si vous voulez consulter les articles, les vidéos, etc., et me soutenir, parce que c'est pas évident, ça fait des années qu'on est au front, et puis voilà, on doit faire face à la censure, etc. Pour notre vie personnelle, c'est pas facile non plus. Je vous invite à vous inscrire sur ma lettre. C'est gratuit. Et voilà. Et puis si vous voulez me soutenir, c'est volontiers. Merci. Et quand on m'a proposé là, de venir parler un petit peu de tout ça ici avec vous, je me suis dit, mais en fait, c'est pas d'aujourd'hui que les gens sont manipulés comme ça, en tout cas les enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, je sais pas, je vous ai pas fait un truc savant du tout. J'ai pas... Oui, ça va marcher ou faut que j'allume le mien? C'est un PDF? Des spams. Et je me suis dit, en fait, c'est quand même assez extraordinaire. J'ai réfléchi un petit peu à ce qu'on a vécu, en fait, depuis... moi, je suis née en 1946, vous savez tous, et si vous ne le saviez pas, c'est fait. Et donc, après la guerre, quand même, mais avec, évidemment, des parents qui avaient vécu, la guerre et beaucoup de choses difficiles, mais qui, quand même, racontaient leur enfance. Et moi, j'étais assez frappée par ma mère, qui avait vécu beaucoup dans le Loiret, et qui me racontait toujours qu'elle faisait ses 4 kilomètres à pied le matin en galoche,
et pour aller à l'école, et puis qu'elle revenait le soir pour aller à l'école, etc. Puis bon, j'ai encore, on a un sens de souvenir dans la maison, moi j'ai encore des cahiers à elle, ou même à mon père, enfin des... Ah là, c'est les miennes en plus, ça, bravo. T'as fait exprès pour avoir 5 minutes de plus, je suis sûr. Voilà, ah bah tu vas me donner 5 minutes de plus. Non, je commence maintenant. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé et depuis quand? Et en fait, en regardant de près, je me suis quand même aperçue que c'était depuis le début, si j'ose dire, depuis 45-46. Et donc, j'ai essayé de reprendre un petit peu les domaines. Alors, contrairement à ce qu'espérait Santa, je ne vais pas pouvoir développer toutes les choses qu'il y aurait à développer parce qu'il fallait qu'ils me donnent la journée. Ils ont oublié de me donner la journée, donc 40 minutes, je ne pourrais pas. Mais effectivement, on va passer sur les différents domaines, quelques-uns que j'ai cités, et encore, il y en a beaucoup d'oubliés et même pas cités, où on voit que depuis l'époque de notre naissance et quelques années après surtout, eh ben on a vu effectivement des obligations, des impositions, des injonctions, des choses obligatoires à faire pour les enfants, et on a vu finalement déposséder très progressivement les parents de leur responsabilité de parents, qui ont dû se mettre à obéir. Donc les vieux comme moi, dont il y en a quelques-uns dans la salle, même un petit peu moins vieux, qui se souviennent sûrement de ces époques-là, où, à un moment, on a décrété qu'il fallait boire le lait à l'école tous les matins, 11h ou 10h30, je sais plus, mais enfin bon. Et c'était comme ça. Et de quel droit et pourquoi? Et bon, c'est une injonction, effectivement, du ministre de l'époque. Comme aujourd'hui, il y a des injonctions. Un jour, il décrète qu'il ne faut plus manger de viande. Le lendemain, c'est plus de je ne sais quoi. Donc, on va quand même passer les diapos, puisque vous les avez mises. Sinon, on peut continuer comme ça. Alors, voilà, c'est ça. Donc, ce qui m'a frappé, non, ça c'était l'étude du Congrès, c'est que tout était très doucement. Tout s'est fait très très doucement. Mais moi, mes parents me racontaient, effectivement, ils couraient dans les champs, ils jouaient, les gamins, ils sortaient de l'école, ils allaient courir dans les champs, ils allaient se promener. D'ailleurs, ils n'étaient pas excités, parce qu'ils couraient. Et puis quand ils couraient pas assez, ils creusaient des trous dehors. Il n'y avait pas besoin de médicaments, de Ritaline pour les calmer parce qu'ils étaient excités. On les avait pas cloîtrés dans 1 mètre carré parce que le 1 mètre carré du Covid, là, ça a été terrible. Mais c'était quand même déjà un petit peu le principe de les enfermer. Et maintenant, non, tout est obligatoire. Alors je vais développer un petit peu après, mais vous avez effectivement la maternelle, la PMI, les vaccins, etc. Ah ouais, c'est moi qui l'ai. Voilà. Donc, en fait, on fait un hommage que notre amie Ariane a sûrement fait ce matin à Hannah Arendt, forcément, qui nous a bien expliqué qu'effectivement, la dictature, ça s'insère progressivement, pas seulement la politique, mais dans les sphères privées et dans les sphères intimes. Et donc, ils ont développé tout ça très bien ce matin, j'imagine. Voilà, alors, bon, nostalgie, c'est ce que je vous disais avant qu'on ait des images. Pourquoi il y avait un médecin? À l'époque, il y avait un médecin de famille, rappelez-vous, mais les médecins de famille, ils avaient quand même beaucoup de familles à suivre, mais ils n'étaient pas là toutes les 5 minutes à venir les voir parce qu'il y avait un bobo de travers ou surtout de vaccination à faire, et puis un certificat pour aller à la piscine, et puis un certificat pour aller au judo, et puis pour voir pourquoi il a 1 centimètre de moins ou 2 centimètres de moins que le copain, et que c'est pas normal, qu'il faudrait peut-être lui donner de l'hormone de croissance, etc. Je ne sais pas si, enfin, il y a peut-être des pédiatres parmi vous, si vous imaginez le nombre de prescriptions aberrantes faites de plus en plus à des enfants normaux pour des pathologies qu'ils n'ont pas, et avec des médicaments toxiques. Enfin, je veux dire, donner de l'hormone de croissance à un gamin, c'est pas au-delà du fait qu'il se croit malade et qu'il va voir le médecin tout le temps, qu'il a ses injections tout le temps, donc que l'on transforme le petit gamin qui était rigolard et tout, qui était normal, on le transforme en malade de fait, et puis sa mère en maman de petit malade, mon enfant il est malade, c'est à peu près comme les femmes de malades atteints de cancer de la prostate parce qu'ils ont le malheur de faire un PSA. Maintenant, ils sont femmes de malades cancéreux alors qu'ils n'ont pas cancéreux du tout. Ils ont fait un PSA inutile. Donc, mais c'est vraiment c'est important parce que effectivement, c'est du bébé au vieux monsieur ou même au jeune monsieur, quoi, le monsieur de 50 ans qui accompagne sa femme à une consultation médicale et on dit « Oh tiens, si on faisait un PSA ». Et crade, je tombe dans le domaine des malades. Comme la nana qui veut faire sa mammo, d'ailleurs, va tomber également dans le domaine des malades, alors que si elle n'avait pas fait de mammo, elle n'aurait pas eu de souci. Voilà, donc on est passé de l'enfant normal à ce qu'on a fait croire
Moi, la génération, mon fils est né en 71, la génération de mes enfants, c'était les enfants rois. En fait, c'était pas des enfants rois du tout. C'est des enfants auxquels on a fait croire qu'ils étaient rois. Et en fait, on les a privés progressivement de la plus belle chose au monde qu'on puisse avoir, c'est la liberté. Et on les a privés de ça. On leur donnait plein de choses à côté, des joujoux étaient ce qu'on veut, mais c'était pas des enfants rois. Et en fait, on les a transformés progressivement en robots. Un robot, c'est obéissant par définition, sinon ce ne serait pas un robot. Et soumis. Et on a bien vu que leur résultat, il n'a pas été si mauvais. Il faut reconnaître qu'ils ont fabriqué pas mal de robots, puisque sinon, il n'y aurait pas eu... alors, on va dire quoi, 70%, 80% de la population vaccinée, un petit peu moins... Enfin, injectée, un peu moins tout de même que ce qu'ils racontent, mais enfin, quand même beaucoup trop, quoi. Donc, effectivement, et c'est effectivement une bonne part des gens de cette génération d'enfants rois, de pseudo-enfants rois, qui sont devenus esclaves soumis. Progressivement. Jusqu'à quelle heure? Voilà, la injonction, c'est là où je vous dis, je ne peux pas vous raconter tout, parce que c'est dans tous les domaines. Il y a eu des restrictions progressives, discrètes, sournoises, subrepticement, de tous les domaines de la vie courante, de la vie, quoi. Alors, à l'école, on va quand même en parler un peu plus longtemps. La santé, n'en parlons pas. On va en parler, justement, les relations familiales qu'on a évidemment dézinguées. L'éducation précoce à la sexualité, vous avez déjà largement parlé, mais bon, on en redira un mot. Wokisme et tout ce qui va avec. Bon, via l'éducation nationale, évidemment, et via les réseaux sociaux, qui sont quand même, là aussi, largement manipulés. Parce qu'on dit, les gamins, ils vont sur les réseaux sociaux. Oui, mais qui ils trouvent sur les réseaux sociaux? Et comment ils trouvent sur les réseaux sociaux? Et tous ces influenceurs qui, eux-mêmes, sont bien financés ou bien infiltrés eux-mêmes. Donc, les réseaux sociaux, je veux bien qu'on fasse semblant de croire que c'est de l'indépendance, mais c'est de la manipulation aussi. Donc, plus les associations sportives, etc., religieuses, tout ce qu'on veut, tout ça est infiltré, en fait. Alors, j'ai pris, puisque Olivier me donnait tellement peu de temps, j'ai pris quelques exemples. La destruction de la famille, évidemment. Et après, on va faire une séance pour pleurer pour Nicole, d'accord ? Je pleure. La propagande, évidemment, contre la famille normale. C'est vraiment ringard d'avoir une famille avec un père, une mère et des enfants. Non, bon, franchement. Donc, on leur a fait croire que les maris, c'était jetable, ou les femmes d'ailleurs, et que, bon, Kleenex aidant. Bon, après, évidemment, ils ont vu les drames avec les enfants, avec toutes les conséquences familiales, mais enfin, le mal était fait et est encore fait, avec effectivement une difficulté de reconstruire les familles et le concept de la famille, puisque, effectivement, on nous dit... c'est ringard de vouloir que les gens ils passent pas leur vie à divorcer 3-4 fois, etc. Et puis on a fait croire aussi que les familles monoparentales c'était formidable, ça montrait l'indépendance de la femme, etc. Dans le pseudo-féminisme qui lui aussi est une manipulation des femmes large, enfin me semble-t-il. Là aussi on pourra en faire 2 heures. Et quant au papa, on a essayé de déconstruire, comme disait Madame Sandrine Rousseau, je crois. Il faut déconstruire les pères, ça n'existe plus, les pères ça sert plus à rien. Si, ça sert, je suis désolée, les enfants ils ont besoin d'un père, même si parfois il n'est pas toujours là, si les parents sont quand même séparés, mais ils ont vraiment besoin d'un père. Le rôle du père, c'est pas la mère qui le remplace, c'est pas... Et tout ça, c'est la déconstruction progressive. Donc, fondement des structures sociales, bon, on a fait des camps, des associations, tout ce qu'on veut, je vais passer là-dessus, parce que sinon on n'arrivera pas. Et évidemment, on a déconstruit la culture, on va en dire un mot, mais enfin, c'est tous les matins quoi, que vous voyez que la culture est déconstruite. Quand on voit qu'on ose... moi, je ne sais pas comment les gens ne sont pas dans la rue tous les matins pour hurler quand on dit qu'on va... changer le titre des Misérables ou le titre... non, mais je dis, ils en sont là quand même, à y réécrire des passages de bouquins d'auteurs célèbres. Mais comment on peut se permettre, ne serait-ce qu'évoquer cette idée quoi. Je ne sais pas comment on peut en arriver là, je ne sais surtout pas comment les gens ne réagissent pas plus, parce que il y a de temps en temps un petit tweet qui dit c'est pas bien quand même de changer le titre des Misérables. Après, vous avez 10 ou 15 types qui disent oui, monsieur, vous avez raison, mais ça s'arrête à peu près là. C'est pas possible, quoi. Il faut arrêter, il faut sortir de tout ça, quoi. Et parce que tout ça, c'est un ensemble. Je veux dire, le reste, ça tombe pas par hasard, quoi. C'est vraiment c'est des wagons qui s'accrochent les uns les autres de la destruction.
Par contre, je n'arrive pas à passer. Si, voilà. Bon, alors, la santé, évidemment, formidable. La santé, la pseudo-santé, le mot miracle, la santé, ça a été le premier moyen de coercition dès la petite enfance. Hein. Bon, comme j'étais effectivement limitée, j'ai pas mis la période fétale, mais enfin, quand même, vous savez, c'est quand même terrible aussi. Hein, les échographies obligatoires, les avortements fortement incités, parce que peut-être le gamin, il aurait... Moi, je me souviens, j'étais amie avec un cardiologue infantile, enfin, toujours ami, mais moi, on se voit moins, puisqu'on ne se travaille plus, mais, et qui était horrifié par les avortements... inciter quoi aux mères en disant non, vous pouvez pas garder votre gamin, il va pas être normal, qui avait une petite communication interauriculaire qui aurait probablement guéri toute seule, qu'en tout cas nécessitait, c'était vraiment des petites anomalies. Donc vraiment il y a une incitation à liquider les gamins qui avaient l'ombre d'une petite amélie en période fétale, qui maintenant d'ailleurs est avoué, puisque on a le droit d'avorter si on ne se sent pas très bien, n'est-ce pas? On peut avorter jusqu'à 9 mois, hein, vous savez de c'est passé, hein, l'avortement 9 mois en France, hein, parce qu'on pense toujours que c'est aux USA. Non, c'est passé en France. Il suffit de dire que on se sent pas très bien, quoi. Alors psychiquement, je suis pas très bien. Alors je me fais avorter d'un gamin de 9 mois. C'est de l'infanticide absolu. Hein. Et là aussi, il y a eu quoi comme révolution dans la rue ou même dans les personnes, quoi. Personne qui parle de moi, je me souviens, j'ai connu indirectement Alexandra Orion-Cône à cette époque-là, parce qu'elle a protesté, elle, justement, au moment où il passait la loi, au mois d'août 2020, puis 2021. Donc elle protestait, mais pareil, il n'y a pas grand monde qui a protesté là-dessus, quoi. Je suppose qu'on l'a traité de cateau ringarde ou je ne sais quoi, parce qu'elle ne voulait pas qu'on fasse de l'infanticide à 9 mois, quoi. Franchement, je veux dire, ah ouais, c'est épouvantable, ça. Alors, une fois que le bébé est né, si on ne l'a pas tué, eh bien, on a interdit, on a interdit les accouchements à domicile, quand même. Au nom de quoi ? Est-ce que pendant des générations entières, on n'a pas... Alors, j'allais dire, c'est marrant, enfin, c'est plutôt tragique, mais actuellement, il n'y a plus de maternité, il faut faire 1h30 pour aller accoucher ou faire venir un hélicoptère, mais on n'a pas le droit d'accoucher à domicile. Enfin, je veux dire, ils vont être obligés de revenir dessus, mais c'est... Bon. Et oui, dans la voiture, vous avez le droit, à la limite, devant la maison. Oui, vous avez le droit, là, oui, c'est ça, ouais. Alors, ce qui m'a aussi sidéré quand même, c'est ces visites obligatoires. Enfin, ça, comme pédiatre, ça m'a toujours... Moi, je suis pédiatre initialement, essentiellement, hein, et mon internat, mon clinica. Après, j'ai fait de la cancérologie pédiatrique par-dessus, mais... Donc, toute cette période de prise en charge du petit enfant, du nourrisson, etc., je l'ai connue. Directement, j'ai jamais compris pourquoi on imposait absolument à ces pauvres mamans de faire toutes ces visites obligatoires imposées par la PMI. Alors, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je pense que c'était pas obligatoire à l'époque, c'était recommandé. Mais là, j'ai vérifié, maintenant c'est obligatoire en tout cas. Hein, ça, c'est hallucinant. Alors, on fait des visites en PMI, on fait des vaccins, alors on va en repasser. Évidemment, on élève les enfants comme des vaches ou des moutons selon les critères qu'on vous donne. À un moment, l'allaitement maternel, c'était honteux, il fallait surtout pas. Puis en plus, aller abîmer les seins, c'est une autre affaire. Mais après, c'était les crèches collectives. Si vous ne mettez pas votre gamin en crèche collective, vous êtes un individu asocial, quoi. C'est absolument épouvantable. Et puis, l'école maternelle, l'école maternelle est une pression forte, hein, pour les gosses à l'école maternelle. Mais là, alors c'est à partir de là, je crois de ce septembre-ci, de ce septembre-là. Ah non, obligatoire, c'est depuis septembre 2022. Enfin, c'est fait, quoi. Mais c'est tout récent, quand même. C'est tout récent. Ils ont drôlement appuyé, mais... Et moi, j'appuie aussi, mais c'est pas efficace. Voilà. Donc, les examens de santé obligatoires, je ne vais pas vous les redétailler, hein, mais c'est absolument ahurissant, quoi. Pourquoi on a besoin de 20 visites médicales obligatoires remboursées à 100%? Alors du coup, si c'est remboursé, c'est formidable. Donc vous allez y aller, et puis c'est important si c'est remboursé. Parce qu'il y a la manipulation des enfants, évidemment, qu'on va emmener dans toutes ces consultations, mais il y a la manipulation des parents qu'on pousse à aller à ces consultations, puisque c'est gratuit, c'est important, et puis c'est pas embêtant d'y aller. Donc... Voilà, alors, écoutez, moi, je sais pas, il me semble que quand j'étais jeune maman, en tout cas, j'avais loué un pèse-bébé, et puis on pèse son petit bébé, et puis on voit s'il prend ses 30 grammes par jour, s'il les prend pas. Puis s'il les prend pas, qu'il y a un souci, etc. Bon, à ce moment-là, on téléphone peut-être à son médecin. Mais quel besoin d'aller...
Puis alors après, vous avez peur des épidémies de VRS, de grippe, de tout ce que vous voulez. C'est pas non plus tellement malin d'aller mettre 10 nourrissons de une semaine dans une salle d'attente de pédiatre. Mais enfin, bon, je dois être effectivement d'un autre siècle, probablement. Donc, bah ouais, carrément. Non, me dites pas trop. Ah non, j'étais trop vite. Ah, je vais pas dans le bon sens, hein, ou... On peut le mettre en Ah oui, voilà, c'est ça, c'est celui-là que je voulais. Après les vaccins, évidemment, on leur impose évidemment la santé à l'école. Il faut manger ce qu'on veut. Il faut manger pas de viande, des légumes, les 5 légumes, etc. Enfin, là aussi, on les conditionne, mais ça fait longtemps, effectivement. Hein. C'était, oui, je dis dans les années 50, moi j'étais petite à l'école, quand ils ont imposé le lait. Donc, c'est il y a longtemps. Donc, ça veut bien dire que ce conditionnement, cette manipulation, cette mise en condition des enfants, ça date effectivement d'après la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est les Américains qui nous ont envoyé ça. En même temps que le plan Marshall, c'est très probable. Hein, mais voilà. Alors là, est-ce que ça passe? Non. C'est vraiment je ne suis pas douée. Hein. Ah, je vais pas où il faut. Faut toujours savoir viser. Voilà, je vais pas partir en Ukraine. Bon, la politique vaccinale, évidemment, c'est une des horreurs les plus importantes qu'on a vécues depuis justement cette époque-là. Et faut quand même dire qu'il n'y a pas d'évaluation de ces politiques. C'est-à-dire, on vous dit pas, voilà, j'ai vacciné toute la population avec la polio, j'ai évité 25 polio. Non, jamais ça. On n'a rien sur rien. Quand par hasard on a les évaluations, c'est plutôt en Afrique ou ailleurs, et on voit que ça a plutôt fait l'effet inverse. Mais donc, c'est vraiment des politiques qu'on nous impose. Qui, maintenant, c'est clairement Big Pharma qui fait des gros bénéfices, mais ça n'a pas été toujours à ce point-là, les gros bénéfices de Big Pharma. Donc, moi, je soupçonne quand même que dès cette époque-là, dans les années 50, 60, etc., quand on a commencé à nous imposer beaucoup de vaccinations, c'était quand même, effectivement, mettre les populations en règle, de leur imposer des choses pour qu'ils viennent à la consul, alors, c'est évidemment le revenu des pédiatres au passage. Hein, on sait que je crois que les pédiatres, c'est 15%, 20%. Le vaccination, le tiers. Et ouais, alors les consultations comme ça, préventives, je ne sais pas combien ça fait, mais enfin, ça fait quand même pas mal. Donc, effectivement, l'exercice de la pédiatrie, en tout cas la pédiatrie de ville et puis les PMI et tout ça, a quand même vécu là-dessus. Mais bon, à la limite, ils ont appliqué aussi. Mais c'est quand même la façon de mettre des populations en condition avec des choses dont on n'avait pas besoin. Hein. Qui font interférer, parce que vous avez quand même une personne qui va interférer sur le bébé, qui va l'examiner, qui va regarder, qui va éventuellement lui dire des choses. Enfin, c'est pas négligeable une consultation chez un pédiatre d'un enfant de 6 ans ou d'un enfant de 11 ans. C'est pas rien. Je veux dire. C'est pas un objet, et c'est cet enfant qui n'est pas un objet, eh bien, le pédiatre va éventuellement dire, avec son petit pouvoir, il va être content de lui dire, faut faire ci, faut faire ça, faut comme ça, hein, chacun son truc. C'est pas normal, il n'y a aucune raison que le pédiatre prenne la place des parents pour l'éducation de l'enfant. Alors, sans parler évidemment des multiplications de tas d'autisme ou apparentés. Évidemment, vous allez quand même voir sur ces Krauts-Bunker, je crois que j'ai oublié de mettre, mais... Alors, de la conférence de Santa du 29 avril. Pardon ? Oui, il manque le D. Voilà, vous allez le trouver quand même. Hein ? Oh, puis alors, je saurais jamais écrire le nom de mon ami Santa, là. Je crois que la prochaine fois, je vais mettre de mon ami Santa sur la diapo. Voilà, bon, juste, vous connaissez ça, hein, mais... Ça va, quoi. Je veux dire, vous voyez l'augmentation le nombre des injections entre 62 et 2019, quoi. Et le nombre d'injections que ça fait au total. Et on rappelle en bas, là, sur cette image, qu'effectivement, c'est depuis les années 86 aux États-Unis que les fabricants de vaccins sont exonérés de toute... responsabilité, enfin surtout d'argent,
toute compensation en cas d'accident. Or, j'aurais pu mettre la diapo qu'on a mis tellement de fois au moment du Covid sur les nombres d'accidents vaccinaux, mais enfin, ça existait quand même avant le Covid, les accidents vaccinaux, et donc, ils s'en fichent maintenant. Puis, alors, évidemment, ça s'est appliqué de façon remarquable avec le Covid. Ils ne risquent rien. Depuis 1986, il y a cette loi aux USA qui permet de faire n'importe quoi. Alors, je vous l'ai mis pour ceux qui ne l'auraient pas vu récemment, puis surtout ceux qui l'auront sur le diaporama, sur le site, parce qu'on me le demande régulièrement. C'est les vaccinations, le calendrier actuel. Vous tapez sur le site, et là, on vous dit... Alors, ce qui est quand même très important aussi, c'est que vous sachiez que tout n'est pas obligatoire, parce qu'ils ont tellement foutu dans la tête des gens que tout est obligatoire, qu'il y en a qui pensent que leur gamin à 11 ans, c'est obligatoire, que leur gamin à 16 ans, c'est obligatoire, que vous, l'adulte, c'est obligatoire. Non, en tout cas, nous, adultes, c'est pas obligatoire. Donc, sauvons-nous de ces choses-là qui sont quand même très toxiques et inutiles. Voilà, bon, ça, c'est pour faire plaisir. Non, ça fait pas plaisir, c'est absolument tragique, quoi. C'est le taux d'autisme et qu'on veut toujours nous faire croire. Vous savez, quand même, je voulais retrouver cette diapo, je la connaissais, je la cherchais, mais vous tapez autisme sur Internet, vous trouvez quand même qu'il y a les 20 premières lignes, c'est fake news de Wakefield, etc. Vous la trouvez vraiment quand vous la voulez, celle-là, mais c'est continue à intoxiquer de façon absolument épouvantable sur Internet tout venant, comme ça, vous tapez autisme et vaccination et vous trouvez aucun rapport. Donc vraiment, j'ai vérifié là encore, le mensonge continue et de façon peut-être encore plus agressive. Non, c'est difficile d'être plus agressif qu'avant, mais le mensonge continue en matière d'autisme. Ouais, la censure, voilà. Bon, alors j'ai cherché quelques chiffres en France, mais bon, ça augmente aussi, ça triple en 10 ans aussi. Bon, pas de surprise là-dessus, mais... Alors oui, ça, j'ai bien aimé quand même d'abord, je vais lui rendre hommage, moi aussi, à notre ami Robert Kennedy. Vous conseillez d'aller écouter ça. C'est une vidéo, mais je n'ai pas réussi à la mettre. Et surtout, c'est parce que je cherchais en fait une diapo, parce que je savais qu'il y avait une épidémie de pathologies chroniques en même temps qu'il y a une augmentation de l'autisme, il y a une diminution des défenses immunitaires des enfants depuis qu'on les vaccine à tour de bras, et plus on les vaccine, moins ils ont de défenses immunitaires, même avant le Covid. Et effectivement, il n'y a pas non plus là. Il y avait pas mal de papiers avant. Je n'ai pas trouvé beaucoup de papiers récents. C'est pour ça que j'ai quand même pris celle de Kennedy. Mais c'est clair, c'est démontré, c'est toutes les statistiques. Il y a plein d'articles, y compris sur PubMed, si vous avez dans les revues de NCI et tout ça, des revues. À comité de lecture, je sais bien que maintenant ça ne veut plus dire grand-chose, mais c'est surtout quand ils disent que tout va bien que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais qui démontre effectivement que cette génération de jeunes enfants n'a jamais été aussi malade et est de plus en plus malade à fur et à mesure qu'on augmente le nombre d'injections. Alors comme dit Santa, aux parents de refuser, mais honnêtement c'est pas facile. Moi, si vous pouvez me donner de l'aide, moi je cherche quasiment une fois par semaine un médecin qui voudrait bien... être assez coopérant avec une famille, ils trouvent pas les gens, ils savent pas comment faire. Je veux dire, les mamans, je dis surtout les mamans, il y a des fois des papas qui téléphonent, sont complètement perdus parce que on leur demande les certificats obligatoires, sinon ils vont pas à la crèche, sinon ils vont pas à l'école. Non, c'est une vraie dictature de haut vol là. C'est extrêmement difficile. Bon, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont des solutions dans leur coin, mais si vous pouvez me les donner discrètement, je suis preneuse. Voilà. Pour les mamans, quoi, pour tous ces gens qui pleurent, qui demandent de l'aide. Et moi, c'est cruel. Je veux dire, quand j'ai des parents au téléphone qui me téléphonent et que je n'ai pas de solution et qui me téléphonent 8 jours après, je dis je vais chercher, je leur téléphone à des collègues et tout, et rien. Je ne sais pas si c'est en Belgique, c'est un peu plus facile. Souvent, je m'en sors en ne répondant pas. Tu vois, on ne répond pas, tu fais semblant. Voilà. Oui, mais enfin... On suit la France, mais... C'est pas obligatoire à ce point-là. Bon, enfin, voyez-vous, on est passé de 6% des enfants atteints de maladies chroniques dans la quarantaine à 54% en 2006. Donc, c'est énorme, quoi.
il y a de plus en plus de gens qui ont des maladies chroniques qu'on ne voyait pas avant et il n'est pas déraisonnable d'imaginer que les vaccins pourraient être en rapport et se faire fusiller parce qu'on ose imaginer ça, c'est quand même assez grave, quoi. Voilà, ouais, c'est ça, c'est... Alors, évidemment, la plus grande manipulation, on s'était bien rodé les patients et en particulier les familles, hein, parce que rappelez-vous, au moment, c'était fin 2017, je crois que Madame Buzyn a voulu nous imposer la vaccination, a imposé la vaccination, les 11 vaccins obligatoires aux enfants à partir du 1er janvier 2018. Bon, il y a eu 2-3 petites manifestations avec 200 personnes à Paris. Hein. Je ne sais pas si Jean-Pierre est dans la salle, mais il me semble que ce n'était pas beaucoup plus. Hein. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Et là encore, les gens, effectivement, ils cherchent des solutions individuelles au moment où ça leur tombe dessus. Mais il faudrait un jour en particulier, qu'on profite de ce scandale tellement mis en évidence maintenant des injections du Covid pour revenir sur les 11 vaccins. D'ailleurs, elle nous avait promis qu'au bout de 3 ans, on ferait le bilan et qu'on verrait si c'était utile. Alors là-dessus, Christian Perron n'est pas là, mais il a dit quelque chose de très utile un jour au Parlement européen. Puisque bon, lui, c'était le représentant quand même du ministère pour cette politique vaccinale, mais il a dit qu'effectivement, ça lui posait beaucoup de problèmes de voir finalement comment les Big Pharma pratiquent pour la non-sécurité des vaccins, etc. Et qu'il comprenait le problème des 11 vaccins, il faudrait peut-être revenir dessus. Donc faudrait peut-être faire un grand effort et un grand mouvement entre collègues en essayant effectivement d'embarquer Perron, qui a quand même une audience qu'on n'a pas, pour essayer de quand même faire sauter son vaccin obligatoire. Parce que vraiment, moi, franchement, ça me rend malade à chaque fois, quoi. Je veux dire, quand vous injectez un bébé d'un mois ou 2 mois pour contre l'hépatite B, ah oui, c'est dedans, hein. Ah bah ouais, c'est dedans. Et j'ai pas tout remis parce que je pensais que... Ah oui, non, c'est... Donc c'est ça la perte de liberté, c'est ça la mise en condition des patients. Des enfants, ils sont mis en condition déjà par l'attaque physique qu'on leur fait directement et par aussi les consultations, toute cette manipulation où interfèrent d'autres que leurs parents. Alors... Ouais, d'accord. Bon, tant pis, je l'ai sauté, mais c'est pas grave. Bon, ben l'embrigadement à l'école, hein, on les tient. Évidemment, c'est par l'école. L'école, c'est sûrement le plus grave. Hein. Moi, je dis souvent, j'écris sur la médecine parce que je suis un petit peu... C'est mon domaine. Mais moi, ce qui m'a toujours absolument effondré, c'est la manipulation à l'école. La manipulation, la casse de l'école. En particulier, j'avais bien aimé celle-là. Mais bon, elle est tragique. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Et encore, il a mis Les Misérables. Donc, j'ai trouvé qu'il n'était pas au courant de tout, le monsieur qui avait fait ça. Ah ben, le titre, je ne sais pas, Les Pauvres. Oui, parce que c'était... La descendance, ça aurait été pas mal. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Je veux dire... Voilà. Donc, l'école, c'est vraiment leur grand moyen. Alors pour ceux qui l'ont pas lu, je vous conseille de lire ça en détail parce que c'est vraiment, ça nous fait comprendre comment effectivement c'est dès le début, quoi, dès les années 50-60, le pédagogisme et en particulier dès les années 70 où on casse tout, quoi, mais on casse tout de façon intelligente, entre guillemets, voulu. C'est pas des incapables. Souvent on dit ils font n'importe quoi. Non, ils font pas n'importe quoi. Hein, comme disait Santa tout à l'heure, le forum économique, c'est pas n'importe quoi. Ils savent ce qu'ils font, ils écrivent. En plus. Quelque part, on ne peut pas dire qu'ils cachent, hein, parce qu'il y a plein de livres où c'est écrit. Il y a, à commencer par ceux parce qu'il y en a eu 4 de Schwab. Il y en a peut-être un 5e que j'ignore. Et effectivement, on nous a fait cadeau du pédagogisme en disant que finalement, le pédagogisme, c'est bien parce que c'est au-dessus de toutes les matières. Y compris les mathématiques. Là, dont il paraît que c'est très ringard, les mathématiques. C'est un outil de droite, d'extrême droite, les mathématiques. Excusez-moi, je n'ai pas réussi à vous expliquer comment, je n'ai pas encore compris. Non, mais ce n'est pas une blague, hein, je veux dire, voilà, non, mais ça va plus loin de ça, je crois. Bon, alors l'objectif, c'est l'école de masse, tout le monde pareil, évidemment. Les individualiser plus pris en compte, d'ailleurs, on s'en est aperçu. Hein. Et puis, voilà, donc...
l'ambition écrite, c'est ça, c'est qu'ils l'ont dit, hein, mais on les a pas crus. Je pense que ça a été tellement énorme, cette histoire, depuis 30 ans, en fait. Hein, là, on a vu depuis 3 ans avec une accélération, mais quand on regarde bien, il y avait tous les germes avant, comme tu dis. T'avais pu écrire en 2019 ce qui allait se passer, mais tous les germes de cette décivilisation, je sais pas comment on pourrait l'appeler, étaient en place. Oui, mais plus que ça, c'est déshumanisation, décérébration, décivilisation, parce qu'on casse la civilisation quand même pas que le cerveau, quoi. Hein. Notre civilisation polie, vous rentrez dans une boulangerie, merci. Je sais pas, c'est tellement s'il y a le cerveau, mais on leur a appris, on leur apprend plus ça non plus, quoi. Enfin, le minimum vital. Donc lisez ça ou les autres qui correspondent. Enfin, il y en a d'autres. Hein, je m'y suis là, mais c'est bien parce que c'est quand même assez. Ah là, je voulais vous montrer mes petits enfants. Non, j'ai pas été là. Voilà. Bon voilà, oui, avant c'était les hussards de la République, c'est pour votre plaisir quand même. Et puis vous montrer comment ils écrivaient avant. Hein? J'ai les gosses, enfin moi j'ai les cahiers de ma mère, ma grand-mère, ma belle-mère, je viens de retrouver de ma belle-mère, pareil. C'était les gosses au certificat d'études, quoi. 10-12 ans, ils écrivaient comme ça, et ils écrivent toujours comme ça d'ailleurs, pour ceux qui sont encore en vie. Hein, c'est vrai. C'est bon, voilà. On a quand même perdu quelque chose, hein. Alors, il faut que je regarde qui, moi. Voilà. Bon, voilà. Alors, évidemment, là, c'était l'instruction et pas l'éducation nationale. Apparemment, le changement de terme, moi aussi, j'ai pas fait très attention au moment où ça s'est passé, où on a changé le nom du ministère. Mais en fait, ça voulait tout dire. Hein. C'était plus le ministère de l'Instruction, mais l'éducation nationale, où effectivement, c'est plus les profs qui vont s'éduquer, mais c'est les gamins eux-mêmes. D'ailleurs, c'est les gamins qui sont là pour censés découvrir le monde. Et leurs professeurs, qui soient de n'importe quoi, d'ailleurs, c'est bien ce que nous explique notre ministre en ce moment, eh ben, ils sont là pour animer. Hein. Donc effectivement, là je ne sais pas si vous avez vu, j'aurais dû faire une diapo, je n'ai pas eu le temps, mais sur la modification, enfin la réforme du lycée professionnel qui vient d'aller raconter ça Macron il y a quelques jours, qui est ahurissante. Bon, je n'ai pas de compétences particulières dans le lycée professionnel, mais quand on vous dit que de toute façon les gosses qui ont fait leur choix pour le mois de septembre, de certaines formations au lycée professionnel et qu'on dit que dans le même temps qu'un certain nombre vont être supprimés, qui n'existeront pas au mois de septembre, vous vous dites quand même, quoi. Quand je vous dis esclaves soumis et robots, c'est quand même pas rien, quoi. Là, vraiment, la modification, s'il y a par hasard un parent qui pourra nous l'expliquer, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que les formations qu'on supprime, les profs, ils n'ont plus de boulot, alors on les envoie dans les maternelles. Il a dit, de toute façon, l'enseignement, c'est pareil. Bon, s'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer plus en détail tout à l'heure, mais c'est horrible, hein, parce que bon, je sais pas si tout était bien dans les lycées professionnels, mais enfin, de toute façon, modifier les formations qu'on a choisies au mois de mai. Et les enfants, ils vont se retrouver au mois de septembre, plus rien. Non, mais franchement, on est vraiment de la chair à canon. Hein. Voilà. On fait de l'éducation sexuelle. Ah bah, ça, de toute façon, ils auront droit à la Rousseau, il n'y a pas de souci. Alors, bon, évidemment, on leur apprend plus le doute fertile. D'abord, le doute, c'est pas bien. La liberté d'expression, qu'est-ce que c'est de ça? C'est un vieux truc ringard aussi, sûrement. Les débats entre les gens, c'est terminé. Regardez bien, essayez de discuter avec des jeunes, éventuellement. Vous voyez bien, quand vous n'êtes pas d'accord, quand vous avez un autre avis, plus exactement, tout de suite, c'est de l'hostilité. Alors qu'on... Bon, je sais pas moi, on peut discuter ensemble, mais ça existe de moins en moins parce qu'on leur a plus appris ça, quoi. Enfin, bon, il y a quelques gosses qui ont eu peut-être des chances d'avoir des profs un peu exceptionnels cachés, qui ne l'ont montré pas trop le jour des contrôles, j'imagine. Mais voilà. Donc, au règne de la pensée, c'est la pensée unique, mais qui est vraiment rentrée dans les mœurs. Hein. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans la tête des gamins, quand même, hein, cette pensée unique. Donc, il va vraiment falloir faire un gros boulot, à nous tous, les vieux, les jeunes, les moins jeunes, et en particulier les jeunes, d'ailleurs, pour essayer de leur expliquer que non, c'est pas inéluctable, la pensée unique, qu'on peut trouver d'autres solutions, et c'est capital pour leur avenir. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Alors, transformation de l'école, bah oui,
imposé la petite enfance, on l'a dit. En primaire, en secondaire, destruction de l'enseignement, des mathématiques en particulier, la philosophie, n'en parlons même pas, de l'histoire de France, du monde, de la géographie. Je sais pas ce que vous avez comme enfants dans les écoles en ce moment, mais quand vous regardez ce qu'on appelle géographie, c'est quand même quelque chose, hein. On vous donne plus une carte où il y a les fleuves, hein. On vous explique qu'il y a la mégapole, il y a... je ne sais plus le reste. Enfin, oui, c'est ça. Qu'est-ce que la mondialisation ? Voilà, mondialisation et tout ça. Voilà, mais on vous fait plus du tout de géographie, quoi. Ils savent plus où est telle ou telle capitale, quoi. Les humanités. Ah plus d'humanité, non. Et les humanités, c'est fini, ça, oui. Et là, par contre, on les embrigade bien, et alors de façon extrêmement claire et continue, hein, sur le réchauffement climatique, la diversité, la théorie du genre, enfin, toutes les obsessions actuelles de nos ministres. J'ai combien de temps, dis-moi ? 5 minutes 25. Oh, c'est pas beaucoup, hein. T'as eu tout le rap d'avant, j'ai commencé quand tu as vraiment été diapo. Voilà, donc ça, c'est peut-être le plus important, alors si on n'a plus beaucoup de temps. Hein, les moyens de coercition, donc la déculturation, c'est clair, il ne faut plus qu'ils apprennent rien. On leur fait plus faire de maths. Les programmes, moi, je disais tout à l'heure, je suis amie avec une prof de maths de terminale et première, quoi, qui est complètement désespérée parce qu'avec ces maths experts, maths machin, maths truc, là, il y a des bouts entiers qui ne sont pas faits, ils ne peuvent pas s'y retrouver, les gamins, quoi. Alors, l'histoire de France morcelée, vous savez bien, il n'y a plus de date, on ne sait plus si Saint-Louis, c'est en même temps que Napoléon. Et puis, évidemment, on leur passe des vidéos à l'école, parce qu'on n'a pas assez de temps, alors pour en passer dehors. Et puis, le rôle des influenceurs. Donc, nos cerveaux déconnectés, ils sont bien sensibles à l'effraction psychique que l'éducation à la sexualité va entraîner. Et c'est bien, le tour est joué, les enfants sont devenus utilisables. Je voudrais bien vous passer la suivante. Voilà, oui, alors la destruction de la langue française. Là, si on est tous là, si on peut tous s'aider les uns les autres à retrouver la langue française, à essayer de faire comprendre à nos enfants et à nos interlocuteurs, y compris des résistants parmi nous, des gens qui nous envoient des mails en nous disant il va se passer ci, il va se passer ça. Et moi, je passe mon temps à répondre attendez, mettez ça au conditionnel. Attendez, on se bat toute la journée pour justement toutes ces heures-là, ça se passe pas, mais on met plus ça au conditionnel parce qu'on n'utilise plus le conditionnel, on n'utilise plus le subjonctif, le plus que parfait. Alors essayons de les utiliser déjà. C'est vrai que c'est un peu difficile puisqu'on n'a plus l'habitude non plus, nous, si j'ose dire. Essayons d'éviter l'écriture inclusive quand même. On reçoit quand même des lettres de gens. Mais non, mais on reçoit des lettres de gens, de collègues, de gens qu'on aime bien, quoi, et qui vous mettent le point E, point S, ouais. Bon. Et puis les celles et ceux, vous les entendez tout le temps avec tout le monde. Ah, alors, hein, pas avec toi peut-être, mais non, mais il y a quand même beaucoup de gens. Et c'est pas possible. La perte de. Alors, il y a souvent quand même des psychologues qui vous l'ont peut-être redit ce matin quand même. C'est aussi mais là aussi ils avaient beaucoup de choses à dire. Cette perte de vocabulaire, cette perte de savoir s'exprimer avec les différents temps de la langue française fait que effectivement, ça met la place à la violence. Vous savez pas expliquer à quelqu'un pourquoi il vous embête, vous lui tapez un coup et puis ça va aller. Donc ça c'est, non, apparemment ça, les psychologues expliquent ça très bien, mais je pense qu'ils ont raison. Voilà, bon, alors l'éducation nationale, porte-parole des idéologies, réchauffement, contre le nucléaire, enfin tout ce qu'on veut, mais ça vous savez. Et rappelez-vous quand même, moi ce qui me fascine quand même, c'est sur des gamins pas si mal éduqués, qui ont quand même eu des privilégiés, qui ont eu des enseignements à leur école à peu près corrects, ils sont quand même bien matraqués par les histoires de réchauffement climatique. Hein? Donc il va falloir qu'on travaille là-dessus. Moi je dis j'en ai marre d'écrire sur le Covid, mais franchement je veux quand même écrire sur la pseudo-science du pseudo-réchauffement climatique. Ils arrivent quand même à nous dire en ce moment qu'on est en pleine sécheresse alors qu'il pleut la rage partout. Mais bon, la paix, c'est la guerre, hein, donc la pluie, c'est la sécheresse, il n'y a pas de raison. Hein. Non, mais... Là, oui, la sécheresse asymptomatique, il y a quelqu'un qui a écrit ça, c'est bien, ouais. Voilà, bon, depuis 2014, on nous raconte que la théorie du genre, non, ça n'existe pas, on l'enseigne pas à l'école, c'était payant, mais bon... Voilà, je vais quand même leur passer les petites images qui se doutent un petit peu, allez. 1 minute 30. Allez, 1 minute pour les images. Voilà. Bon, et après ça, je te coupe, comme ça tu pourras pleurer.
Voilà, donc bon, ça vous savez, c'est quand même la priorité. Non, mais c'est quand même hyper grave que notre ministre dise que c'est sa priorité. À la télé et partout, à chaque fois on l'entend, il dit ça. Alors je ne vais pas vous refaire tout ce que... Heureusement, d'autres vous ont fait... Ben oui. Ben oui, et pourtant c'est depuis 2012 qu'on se bat. Hein. Les ABC de l'égalité, c'est depuis 2012. Voilà. Tu seras une femme, mon fils. Ouais, tu seras une femme, mon fils, oui, c'est ça. Bon, alors il y a des groupes, de toute façon, moi je mettrai, je sais pas si vous mettez les diaporamas, moi je mettrai sur mon site. De toute façon, il y a quand même des gens qui se battent, hein, heureusement, qui se réunissent entre groupes d'opposants, etc. Et donc qui préparent des lettres. Par exemple, là, ils ont fait quand même des lettres pour les... Il y a de plus en plus... Le fascinant de l'histoire, c'est qu'il y a une accélération extraordinaire de cette théorie du genre et de toutes ces manifestations d'éducation sexuelle à l'école. Parce que là, on reçoit des tas de protestations de familles qui disent ils sont venus à l'école de je sais pas quoi, ils ont fait ça, donc les drag queens. Voilà. Bon, ça, mais je pense que... Je vous conseille fortement d'écouter, c'est notre collègue de ce matin, c'est sur Radio Courtoisie, c'est l'émission de Clémence Soudiakova le matin, avec Alerte Éducation, donc en fait, je danse, ça, c'est ça après. Bon, et il y a quand même beaucoup de gens qui se battent, hein, en particulier des médecins, je ne vais pas vous mettre le détail. Des gens en particulier, bon, sur le transgenre, là on a quand même pas mal commencé à travailler parce que bon, pour répondre à la question de tout à l'heure, je peux répondre à une question de tout à l'heure, ça compte pas. Non mais il va y avoir toute une série de questions là. Elle est absolument adorable, mais elle est impossible à arrêter. L'absence, les transformations chez les transsexuels, filles, hommes ou femmes-hommes, évidemment, ils n'ont absolument jamais pu obtenir l'ombre d'un plaisir correspondant à ce qu'ils auraient eu s'ils étaient restés dans leur sexe normal. J'ose dire normal, je sais pas, j'ai peut-être... Voilà. Merci. Ah, il t'aide, là. Voilà. Attends, il y a peut-être une image marrante. On va avoir un quart d'heure de questions. Bon, alors, des questions. Allons-y. Alors moi j'ai une question, c'est que est-ce que les écoles privées ou religieuses sont touchées par ça? Complètement. Toutes celles qui sont, en tout cas, avec contrat. Oui, avec contrat, bien sûr. Merci. Vas-y. Alors, à propos des écoles alternatives, drôle, ça, tant pis, hein. Il y a des directeurs d'école qui contournent la loi très astucieusement. Et vous aurez, lors de la prochaine Assemblée générale de la Ligue qui se tiendra à Mézières-les-Metz le 10 juin, un directeur d'école, d'une école alternative, qui vous expliquera comment il agit pour justement contourner ces problèmes. Donc ça existe. Et j'ai rencontré plusieurs chefs d'établissement alternatifs qui savent contourner la loi astucieusement. C'est une petite réponse. Enfin, néanmoins, là, les parents, par exemple, du lycée Stanislas à Paris ont braillé parce qu'il y a eu un enseignement pro-trans qui a été fait récemment à Stanislas, qui est quand même un des plus grands lycées privés et puis quand même avec forte réputation sur Paris. Donc, théoriquement, les écoles... Alors là, tu as prononcé le mot école alternative, mais c'est pas la même chose, mais les écoles à contrat, sous contrat, elles ont les mêmes obligations. Ça, je l'ai relu dans le décret. Ah bah après. Et c'est intéressant parce que on voit bien dans leur mise en place qu'ils avaient fait voter en fin 2019 un article de loi qui est passé que personne n'a vu, où il y avait la possibilité d'un confinement. Alors personne n'avait compris dans les politiques et Martine Vonner m'avait dit mais moi je l'ai vu, c'est passé, mais personne ne savait ce que c'était et personne n'a fait attention à ça parce que ça n'avait jamais existé. Et comme personne ne voyait à quoi ça pourrait servir, eh bien, personne n'a voté contre. Et en fait, l'interdiction de l'éducation à la maison était des pièces qui plaçaient, comme aux échecs, pour préparer justement la théorie du genre, etc., en verrouillant les enfants à l'école. Voilà. Question, vas-y. Alors, ce n'est pas une question, mais par rapport aux risques environnementaux, Madame Dupuis a parlé de la 5G. J'aimerais parler des chemtrails. Est-ce que les gens sont au courant de la géo-ingénierie et des dangers qu'elle représente? Bien sûr. Parce que ça n'a pas été évoqué et c'est quand même très, très
Oui, il problématique. suffit de regarder, de lever la tête, Voilà, ici on mais les il y a voit beaucoup pas. de gens qui disent que c'est encore de la condensation. Non, mais je crois que ici tout le monde sait ce que c'est que les chemtrails. Oui, c'est avoué maintenant, c'est reconnu officiellement. Oui, c'est reconnu officiellement. C'est... Oui, voilà, les Espagnols aussi l'ont avoué. Donc c'est clairement dit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les compagnies low cost ont pu vivre facilement. Parce que, voilà, il y avait une question là. Vas-y. Oui. Oui, pour juste une information sur un livre qui parle aussi de tout ce dont vous venez de parler. C'est de Sylvain Laforest, L'huile de nos serpents. Il est produit édité par Emma Cruzy. Et Emma Cruzy vient d'être condamnée par la justice suisse à détruire les livres. Ah oui, j'ai vu Donc, ça. si vous voulez en acheter, il faut aller sur le site Emma Cruzy, Emma avec un seul M, Cruzy, K-R-U-S-I. Et elle pourra encore vous envoyer l'huile de nos serpents. Ouais. Oui, voilà. Il y a une dame là-bas. Oui, j'ai vu. Tu l'as vu. Tu peux répondre aux questions aussi, Santa, si tu veux. On m'en pose pour que tu me donnes le micro. Non, mais... C'est l'Inquisition. Oui, pour juste une information sur un livre qui parle aussi de tout ce dont vous venez de parler. C'est de Sylvain Laforest, L'huile de nos serpents. Il est produit édité par Emma Cruzy. Et Emma Cruzy vient d'être condamnée par la justice suisse à détruire les livres. Ah oui, j'ai vu Donc, ça. si vous voulez en acheter, il faut aller sur le site Emma Cruzy, Emma avec un seul M, Cruzy, K-R-U-S-I. Et elle pourra encore vous envoyer l'huile de nos serpents. Ouais. Oui, voilà. Il y a une dame là-bas. Oui, j'ai vu. Tu l'as vu. Tu peux répondre aux questions aussi, Santa, si tu veux. On m'en pose pour que tu me donnes le micro. Non, mais... C'est l'Inquisition. J'ai pas eu le temps de parler de garde d'asile, mais c'est la prochaine grande offensive pour toutes les 5e en septembre. Donc vraiment, essayez d'informer. Ouais. Il y a plein d'articles. Nous, on a mis plein d'articles sur notre D'accord. site. Ça, c'est l'évaluation en mai 2023. Oui. Maintenant, Tu as tout à fait raison. Bonjour, merci. Une question, pour vous, aussi bien que pour Santa et aussi bien pour les intervenantes de ce matin. Je ne sais pas si elles sont toujours dans la salle. Ma question, c'était au-delà du formidable travail de formation, d'information, de prise de conscience que vous faites auprès du grand public. Est-ce que vous avez organisé des actions de lobbying, j'emploie un gros mot, je sais, auprès des politiques, des députés, des sénateurs, avec un projet précis, que ce soit une nouvelle loi, que ce soit une abrogation de loi, que ce soit, etc. Voilà. Est-ce que vous avez ça dans vos sacoches ? Mais ils s'en foutent, hein. Nicole t'a envoyé des tas de trucs, le syndicat a envoyé des tas de trucs, ils s'en foutent complètement, hein. Répondez, mais... Ah, pas tout à fait. Je pense quand même, nous, avec l'association Métis en particulier, qui s'occupait des enfants cancéreux de mon service et qui continue de s'occuper des enfants cancéreux en France qui ne trouvent pas les soins qu'ils devraient. Et donc, notre travail principal comme Métis, c'est d'essayer de trouver des soins à l'étranger, pour vous dire où on en est en France quand même. Hein, c'est quand même... on est allé avec Gérard au mariage d'un petit patient qu'il avait soigné à 4 ans et demi, sauver sa jambe, et là, qui vient de se marier, 39 ans et demi, et qui est devenu chirurgien orthopédique et oncologue en Italie. Et maintenant, c'est à lui qu'on envoie des malades. Vous vous rendez compte l'inversion ? Enfin, on est heureux parce que quelque part, c'est bien. Mais quand même, ça veut dire que maintenant, on ne trouve plus. Alors, on envoie en Italie, en Espagne, en Allemagne, et plus en France. Pour les députés, on a essayé, il y a en particulier des bénévoles de l'association Amétis qui ont envoyé à peu près 600 députés cet été, le livre des enfants Covid, sacrifiés du Covid, pour expliquer qu'effectivement les enfants c'était une abomination, c'était complètement aberrant de leur injecter quoi que ce soit, en particulier contre le Covid dont ils ne risquaient rien alors qu'ils risquaient beaucoup du vaccin. Je sais pas si ça ne sert à rien quand même. Je sais pas, même quelqu'un comme Dupont-Aignan, là, il a fait une belle allocution à
à l'Assemblée nationale, au début du Covid, c'était pas parfait. Moi, je m'étais un peu battue avec, enfin via Serge Rader, qui le connaissait bien. Et donc, il a fallu quelques mois pour le faire évoluer, mais comme quoi, ça fait quand même évoluer. Puis il y en a d'autres maintenant, quand même, qui aussi ont des positions dont on ne s'attendait pas. Alors, je dis pas que c'est tous les papiers qu'on leur envoyait, mais ça a peut-être servi quand même. Vas-y. C'est clair que bon, ça passe quand même par les associations. Donc la Ligue nationale a quand même fait beaucoup. Moi, je veux dire en termes de lobby politique, d'action en justice, etc. Tant au niveau national. Tu te souviens même, Nicole, on avait été déposer des DVD. On a fait du lobby personnel aussi. On avait déposé des DVD de Vaxt dans les casiers des députés à l'Assemblée. Oui, je me souviens de ça. Donc c'est pas qu'on en a jamais fait ou qu'on n'a pas essayé. Maintenant, ça passe plus effectivement d'abord par les associations. Donc il y a eu la Ligue qui a agi et qui agit toujours au niveau national et au niveau européen. À un moment, il y a eu l'association européenne, EFVV, Children's Defense, en tout cas, c'était l'objectif au départ. Maintenant, c'est vrai que c'est des actions qui ont des limites. D'abord, les parlements, je pense au Parlement européen, il était tout simplement fermé. Donc moi, je me souviens d'avoir rencontré des parlementaires dans les jardins parce qu'on n'avait plus le droit d'y mettre les pieds. Le problème, c'est surtout les partis politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je pense, enfin moi qui suis à Bruxelles, personnellement, je vais plus au niveau européen, ce sont soit des députés indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas affiliés à des partis, et tous les députés qui sont dans des partis, les partis classiques, on va dire, sont dits démocratiques. Soit ils sont éventuellement au courant individuellement, ils sont peut-être convaincus, mais ils n'osent pas bouger parce que voilà, ça n'entre pas dans la ligne du parti, on va dire. Je pense par exemple spécialement aux écolos quand même. Bon, de temps en temps, il y en a un ou deux qui est convaincu, mais c'est quand même toujours les écolos qui déposent tout ce qui est des obligations vaccinales, tout l'agenda, et c'est les premiers à courir. Donc c'est ça la grande difficulté. Et alors forcément, il y a un jeu très pervers qui s'installe, qui fait que finalement, ce sont que les partis d'extrême droite qui lancent le pavé dans la mare et qui dénoncent, entre guillemets, le régime totalitaire. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est voulu. Alors, évidemment, il y a ça. Maintenant, ça reste quand même... Je pense qu'il y a encore un sens d'aller informer les politiques parce que, de toute façon, individuellement, ils ne reçoivent que des briefings que des briefings de pharma ou de l'industrie. Donc forcément, ils doivent au minimum avoir une autre information. Mais c'est vrai que idéalement, on se débarrasserait des partis politiques. Je ne vois pas comment on va s'en sortir autrement. Mais bon, voilà. Oui, justement, je voudrais rebondir là-dessus parce que je m'intéresse aussi aux travaux de Valérie Bugeaud, je ne sais pas si vous la connaissez aussi, qui a un projet de réforme des institutions. C'est-à-dire qu'il faut effectivement s'affranchir complètement du politique. Et je pense que toutes les actions qui se font aujourd'hui par les diverses associations, enfin tout ce qui se fait, pourrait très bien être consolidé par les groupements d'intérêt. Et que ce serait intéressant justement de constituer par toute cette matière qui a déjà été faite, des groupements d'intérêt. Moi, on a lancé jeudi dernier un collectif citoyen là, dans ma commune. On était déjà Réinfo, maintenant on va être aussi collectif citoyen Révolu Droit, parce qu'effectivement, il faut essayer d'actionner, nous en tant que citoyens, tous les leviers qu'on peut avoir et donc se mettre un petit peu en action aussi sur le plan local avec des élus peut-être les plus proches et peut-être les moins corrompus, mais peut-être aussi sur toutes les actions de santé ou autres, les constituer en groupement d'intérêt. Enfin, en tout cas, voilà, ça peut être tenté. Tout à fait. Je crois qu'il y a vraiment c'est une nécessité, un grand espoir de ce qui se passe au niveau local. Et puis au niveau international, on va peut-être revenir au tout début. Rappelons-nous quand même que l'Europe est complètement dominée par la politique américaine. Donc là, moi, je profitais de ce moment, on va dire, c'est ce qu'on appelle an opportunity in time, de cette fenêtre d'opportunité, comme ils disent tous. Le Covid, c'était une fenêtre d'opportunité. La candidature de Kennedy, c'est une fenêtre d'opportunité pour faire flipper nos politiciens. Pour leur dire, si jamais ça change là-bas, si la culture politique change là-bas, si jamais il est élu, etc., ça va changer chez nous. Et soyez sûrs de retourner votre veste au bon moment. N'oubliez pas. C'est comme ça qu'il faut leur faire peur.
Oui, alors j'ai une petite question et deux antécédents. Alors, le premier antécédent, c'est une pensée ou un mot pour notre grand officier de la Légion d'honneur et président de l'Académie des sciences, Alain Fischer. Il a fait approuver... Oui, merci. Il a fait approuver les 11 poisons là, pour les gamins, l'obligation vaccinale, mais il l'a fait au moment où il était président de la fondation Edmond de Rothschild, une banque actionnaire de Pfizer. C'est un détail, mais je crois qu'il compte. L'autre antécédent, c'est que depuis avril 2021, et après avoir... pardon, je dois lire pour ne pas perdre de temps, avoir testé leurs injections sur 42 rats, Pfizer et Olivier Mengele-Véran ont fait injecter environ 500 000 femmes en France, 500 000 bébés, qui ont droit, non seulement droit, mais l'obligation de recevoir les 11 vaccins, transportent, malgré tout ce que ces gens nous disent depuis le début, les nanoparticules qu'on a injectées à leur mère pendant la grossesse. Donc, pour moi, c'est une preuve, deux preuves parmi tant d'autres que nous sommes dirigés par des criminels, organisés en bande, et qu'ils sont en roue libre depuis 3 ans. Malgré tout notre travail de réinformation, nous avons beaucoup investi en temps, en énergie pour ça, et les résultats, reconnaissons-le, ne sont pas au rendez-vous. Et je pense que ce que nous avons entendu sur la pédophilie ce matin et autres nous démontre qu'il nous faut agir. Et j'espère que nous proposerons à la fin de cette réunion l'idée de tenter de formuler une stratégie pour tenter, comme les femmes de la Rosenstrasse en 1942 à Berlin, elles ont tenté de sauver leur mari juif, elles y sont arrivées. Est-ce que nous ne sommes pas capables de faire autant ? Oui, je pense que moi, je voudrais féliciter la Ligue et Jean-Pierre parce que pour avoir participé à beaucoup des groupes de résistance depuis 3 ans, je peux vous dire que la Ligue est une des plus stables, une des plus fiables et une des plus droites et voilà, qui n'a pas tous les travers des jeunes organisations. Et c'est la pause. Je vais mettre un bémol quand même sur le lobbying. Le lobbying, c'est l'argent. Nous n'avons pas l'argent, Big Pharma a l'argent. Moi, j'ai l'exemple quand même d'un grand politique. Je ne nommerai pas, je ne dirai pas de quel parti il est, dont on a soigné la fille et qui avait été massacrée ailleurs. Donc, il savait que le traitement du cancer dans les grands centres, c'était pas terrible. Il l'a vécu. Hein. Eh bien, il le savait, mais il a continué parce que Big Pharma est là, que lui, il est le trésorier du parti et qu'il doit faire rentrer le fric. C'est clair que bon, ça passe comme chose qui est voulu. Alors, évidemment, il y a ça. Maintenant, ça reste quand même, je pense qu'il y a encore un sens d'aller informer les politiques, parce que de toute façon, individuellement, ils ne reçoivent que des briefings de pharma ou d'industrie. Donc forcément, ils doivent au minimum avoir une autre information. Mais c'est vrai que idéalement, on se débarrasserait des partis politiques. Je ne vois pas comment on va s'en sortir. Oui, justement, je voudrais rebondir là-dessus parce que je m'intéresse aussi aux travaux de Valérie Bugeaud, je ne sais pas si vous la connaissez aussi, qui a un projet de réforme des institutions. C'est-à-dire qu'il faut effectivement s'affranchir complètement du politique. Et je pense que toutes les actions qui se font aujourd'hui par les diverses associations, enfin tout ce qui se fait, pourrait très bien être consolidé par les groupements d'intérêt. Et que ce serait intéressant justement de constituer, par toute cette matière qui a déjà été faite, des groupements d'intérêt. Moi, on a lancé jeudi dernier un collectif citoyen là, dans ma commune. On était déjà Réinfo, maintenant on va être aussi collectif citoyen Révolu Droit, parce qu'effectivement, il faut essayer d'actionner, nous en tant que citoyens, tous les leviers qu'on peut avoir et donc se mettre un petit peu en action aussi sur le plan local avec des élus peut-être les plus proches et peut-être les moins corrompus, mais peut-être aussi sur toutes les actions de santé ou autres, les constituer en groupement d'intérêt. En tout cas, voilà, ça peut être tenté. Tout à fait, je crois qu'il y a vraiment... Oui, alors j'ai une petite question et deux antécédents. Alors, le premier antécédent, c'est une pensée ou un mot pour notre grand officier de la Légion d'honneur et président de l'Académie des sciences, Alain Fischer. Il a fait approuver les 11 poisons là, pour les gamins, l'obligation vaccinale, mais il l'a fait au moment où il était président de la fondation Edmond de Rothschild, une banque actionnaire de Pfizer. C'est un détail, mais je crois qu'il compte.
L'autre antécédent, c'est que depuis avril 2021, et après avoir... pardon, je dois lire pour ne pas perdre de temps, avoir testé leurs injections sur 42 rats, Pfizer et Olivier Mengele-Véran ont fait injecter environ 500 000 femmes en France, 500 000 bébés, qui ont droit, non seulement droit, mais l'obligation de recevoir les 11 vaccins, transportent, malgré tout ce que ces gens nous disent depuis le début, les nanoparticules qu'on a injectées à leur mère pendant la grossesse. Donc pour moi, c'est deux preuves parmi tant d'autres que nous sommes dirigés par des criminels, organisés en bande, et qu'ils sont en roue libre depuis 3 ans. Malgré tout notre travail de réinformation, nous avons beaucoup investi en temps, en énergie pour ça, et les résultats, reconnaissons-le, ne sont pas au rendez-vous. Et je pense que ce que nous avons entendu sur la pédophilie ce matin et autres nous démontre qu'il nous faut agir. Et j'espère que nous proposerons à la fin de cette réunion l'idée de tenter de formuler une stratégie pour tenter, comme les femmes de la Rosenstrasse en 1942 à Berlin, elles ont tenté de sauver leur mari juif, elles y sont arrivées. Est-ce que nous ne sommes pas capables de faire autant ? Oui, je pense que moi je voudrais féliciter la Ligue et Jean-Pierre parce que pour avoir participé à beaucoup des groupes de résistance depuis 3 ans, je peux vous dire que la Ligue est une des plus stables, une des plus fiables et une des plus droites et voilà, il n'a pas tous les travers. Une autre question encore avant la pause ? Oui, allez, la dernière. C'est une remarque. Tous les résistants. Je trouve qu'effectivement, il faut employer le conditionnel quand on développe leur projet et ne pas partir battu. Hein? Donc il ne faut pas dire ils vont nous faire ça. Non, ils pourront nous faire ça si nous nous laissons faire. Ils veulent nous faire. Ils voudraient nous imposer ça. Donc c'est très important. Non, c'est important parce qu'on reçoit tellement des primo, les gens très bien. Merci à Gérard, merci à Senta, merci à Nicole.